Tu l'intro direct ou on dit bonjour Hello juste? François, comment Hello vas-tu? Jedi. Ça va bien? Là, on improvise un truc. Enfin, c'est pas du tout improvisé en vrai. Donc, on a un invité qui va pas tarder à arriver. Et on s'est dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas le podcast juste avant qu'il arrive pour éviter de faire les intros bien reloues et redondantes en mode bonjour, nous sommes Jedi et François du Farm Spot et nous avons un invité à vous présenter aujourd'hui. Non, on lance directement le truc. Et, euh, et le grand sujet du jour, ça va être, à mon avis, les NFT, le parcours d'un entrepreneur qui va pas tarder à arriver. Ouais. Moi, je suis vachement excité parce que ça m'intéresse énormément. Je sens qu'il y a un truc que je manque actuellement. J'ai pas encore eu le moment, le light bulb, tu vois. Mm. Euh, et je sais pas si toi tu l'as eu ou pas, mais moi j'attends que ça. Je sais pas. Donne-moi ton expérience par rapport au NFT. Et ensuite, on va rentrer en détail tout au long du podcast de toute façon. Ouais, écoute, non, pas du tout. Je, j'ai envie d'en parler alors qu'il est là, tu vois? C'est ça le truc. Merde, on a lancé un peu trop tôt peut-être. Non, mais On se répétera, c'est pas grave. en gros, le marché donc déjà, il va nous expliquer un peu c'est quoi les NFT, mais les NFT, c'est pas que de l'art, Mhm. ça peut être plein d'autres choses et moi, en fait, j'ai déjà acheté un NFT. J'ai acheté un nom de domaine en .ethereum, et en fait, c'est comptabilisé comme un NFT. D'ailleurs, quand je vais dans ma liste, ah bah, le voilà justement. Hello, Hi. Hello, comment tu vas? Très bien. Salut François. Salut salut Alex. Jedi. Ciao, ciao Alex. On a déjà commencé le podcast, ça enregistre déjà. Ah, On a fait exprès pour te faire rentrer comme ça dans le vif du trop sujet. cool, trop cool. Aucun problème. Hem, Bah, écoute, bienvenue à toi. Merci. On va passer un petit moment ensemble, on parle de ce que tu veux, ça va être assez freestyle. On sait que tu as un sujet de prédilection et tu as un parcours très particulier et on a envie quand même de parler de ça parce que je pense qu'il y a plein de plus-values qu'on peut en tirer, même pour nous 2 en fait à la base, parce que sur Twitter, je fais le degen dans la crypto, mais en vrai, dans les NFT, je suis très loin et j'ai toujours pas acheté de NFT. Donc on va en parler un peu de tout ça. François, moi, je te connais un peu quand même parce qu'on a déjà fait des calls, mais François te connaît pas trop au niveau de ton parcours. Enfin, il s'est renseigné, je pense. Mais je serais curieux de savoir un peu qui tu es, quel âge tu as, d'où tu viens. C'est intéressant de savoir d'où tu viens et nous faire une quick overview de ton parcours et après tu nous parleras aussi de ce que tu fais maintenant et pourquoi tu le fais. Et j'aurais quelques remarques aussi à faire là-dessus. Donc vas-y, est-ce que tu peux un peu nous intro tout ça? Ok, bien sûr, pas de problème. Bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est super gentil. Je m'appelle Alexandre Masméjean. J'ai 24 ans. Mon parcours, c'est que je viens de Boulogne-Billancourt. Euh, dans la banlieue parisienne du sud-ouest du, du sud-ouest de Paris. Et en fait, je suis vraiment un vrai Parisien parce que comme je m'exprime beaucoup en anglais dans les réseaux sociaux, on peut croire que je fais partie, soit mes parents sont américains ou je suis parti à 6 ans aux États-Unis. Il y a des gens qui pensent ça, mais pas du tout. Moi, de 0 à 18 ans, j'étais en France, je ne parlais pas anglais. Euh, et, et, euh, et donc, en gros, j'ai juste quand j'étais ado, en fait, je me suis passionné par la technologie et Steve Jobs, qui est un peu un modèle pour moi, euh, ça m'a un peu inspiré d'être dans la technologie. Ensuite, après, de 18 ans à 20 ans, j'étais étudiant en Angleterre à Manchester à faire de l'éco-gestion. Et donc, ça ne m'a pas servi à grand-chose parce que c'était un diplôme qui menait à des métiers de consultant, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais au moins, ça m'a appris l'anglais, qui est hyper important aujourd'hui. Et ensuite, juste après mon bachelor, ma licence, j'ai décidé de faire une startup pendant en gros 1 an où l'incubateur de l'université m'a donné de l'argent, mais en fait, je me suis rendu compte que les incubateurs d'université, c'est pas très bien. Les environnements, c'est pas le meilleur environnement en fait pour démarrer une startup ultra ambitieuse et améliorer la société, changer le monde, etc. C'est pas possible à partir de Manchester en Angleterre. Et il fallait que je voie plus grand. Et du coup, après cette mini startup d'impression 3D où j'ai vu que ça avançait pas trop, j'ai fait pas mal d'erreurs d'entrepreneur de débutant, etc. Je suis rentré à Paris chez mes parents parce que bah, j'avais pas d'argent. Enfin, j'ai jamais eu de job de ma vie. Donc du coup,
bah, j'étais juste chez mes parents et en fait, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'une leçon que j'avais apprise de ma startup ratée après mes 3 ans à l'université, donc j'avais fait 3 ans à l'université, 1 an à faire ma startup, donc j'avais 21 ans. Je me suis dit, bah, il faut que je rencontre les meilleures personnes possibles, les personnes qui sont plus ambitieuses possibles, qui veulent vraiment changer les choses comme moi. Et naturellement, quand tu es à Paris, c'est The Family, qui est ce groupe de personnes. Et du coup, j'allais tout le temps à coup d'état. Pas tellement pour les leçons d'entrepreneuriat de coup d'état, en fait, parce que je les connaissais déjà, parce que ça me passionnait, j'étais un peu dans l'entrepreneuriat depuis longtemps, mais juste pour rencontrer des gens. Et en fait, à ce famille, il y avait. Enfin, là, je continue ou pas? Là, je suis environ à la moitié. Ok, ok. Vas-y. Je suis à la moitié de mon parcours là. Et donc, en gros, j'allais tout le temps à coup d'état. Et en fait, à l'époque, il y avait un programme qui s'appelle Reverse pour les jeunes de The Family. Et donc, pour moi, c'était mon objectif numéro 1 parce que Reverse, ça faisait que tu rencontrais. C'est un programme pour jeunes où tous les partenaires de The Family, comme Oussama Hamar, etc., viennent t'encourager tous les week-ends à faire des projets, t'aident et tu rencontres les plus grands entrepreneurs du monde comme Xavier Niel et plein d'invités de The Family, que ce soit des entrepreneurs ou des investisseurs français. Et donc, c'était mon objectif parce que je me disais, si je suis là-dedans, ça va bien se passer, je vais être entouré par les bonnes personnes. Et en fait, je n'ai pas été pris à Reverse. Et au début, je demande à Elsa Cohen, qui a créé Reverse, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer la mailing list? Parce qu'en fait, avec des potes, on a envie de faire le nôtre quand même et on a envie de voir qui aussi est chaud pour faire notre propre Reverse. Et elle n'a pas voulu me donner la mailing list. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a envoyé plein de messages au Slack de coup d'état, à quelques potes que je m'étais fait de mon univers coup d'état. Et on s'est dit, les gars, venez, juste on crée un site web. On a créé un Squarespace, un truc comme ça. Et on a dit, voilà, on s'appelle S-River. On a renversé Rivers. Et nous aussi, on veut le faire. On n'a pas envie de passer à côté de ça. Parce qu'en France, il n'y a rien d'autre, en fait. Si tu n'es pas pris à Rivers, en fait, il n'y a aucune solution si tu veux changer le monde. Rivers, ça te met dans un environnement qui est incroyable. Et j'ai aussi appliqué à d'autres programmes, comme par exemple Entrepreneur First ou d'autres trucs. Mais à chaque fois, je me faisais refuser de partout, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, là, c'est plus possible. Là, tout le monde me refuse. Ou même Start Crew The Family, par exemple. Tout le monde me refuse. Si je ne me lance pas mon propre truc, ça va jamais arriver en fait, parce que tout le monde me refuse tout le temps. Et du coup, avec un pote, on a fait ça, avec 2 autres potes, Maxime Konzelman et Clément Robin, que je salue. Et du coup, on était dans le studio de Clément Robin, on était dans 15 mètres carrés, on est en janvier 2019, et il y a 40 personnes qui ont appliqué, on en a pris 10, et ils sont ultra motivés, parce qu'ils viennent de partout en France. On n'est pas comme The Family, on ne va pas sponsoriser les voyages, mais il y a des mecs qui viennent de Lyon, de Lille, de Bordeaux. Vraiment, on a trouvé 12 jeunes ultra motivés. Et donc, on est hyper content, mais on est dans 15 mètres carrés. C'est moi qui suis en charge d'inviter des gens. Et en gros, le premier week-end, je me rappellerai toujours, j'invite Charles de Comet, le PDG de Comet, et il vient. Et il dit, ouais, est-ce que je peux inviter mon COO, Corentin et tout? Je fais, bah ouais, trop cool. Et on était tous hyper contents. Mais en fait, c'était un 15 mètres carrés dans Paris et on était 17. Et genre, on était tellement, genre, on pouvait même pas se sortir pour aller pisser et tout. C'était n'importe quoi. Et il y a Charles de Comet qui nous fait, mais les gars, si vous voulez, nous, on a un espace à la République. Vous pouvez venir tous les week-ends, il n'y a pas de problème. Et du coup, bah, S-River, qui est ensuite devenu Meteor, parce que The Family disait qu'on les copiait trop, un truc comme ça. Du coup, on a essayé de se différencier en branding et tout. Et du coup, Meteor était en fait 12 jeunes tous les week-ends à Comet, dans leur bureau. On faisait des projets et on a invité en fait plein d'entrepreneurs. Je les ai contactés complètement cold, sans les connaître. Et on a rencontré Xavier Niel, Jean de la Roche-Brochard, le PDG de Hitch, de Doctrine, Marie Schnigans, etc. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert la crypto. Et donc, on est en juillet 2019. Et comme on a rencontré Xavier Niel et qu'il nous parle de 42 à la Silicon Valley, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait aller à la Silicon Valley gratuitement. Et donc, Rivers, c'était incroyable en fait. Parce que Rivers, ça m'a permis de switcher à la Silicon Valley. Parce que 42 Silicon Valley, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait y aller gratuitement sans argent parce qu'ils payaient le loyer. Et j'ai été aussi admis à un groupe qui s'appelle Interact. Et Interact, c'est un groupe de jeunes qui est financé par Andreessen Horowitz et plein d'incroyables
investisseurs américains. Et donc, ces deux trucs-là m'ont amené à la Silicon Valley parce qu'Interact, ils payaient mon billet d'avion. Il y avait une retraite pendant une semaine où j'ai rencontré les investisseurs et plein d'autres gens. Et donc, ça, c'est. Et en parallèle, en fait, je faisais des projets dans la crypto. Je commençais à rechercher la crypto parce qu'en fait, dans toutes les industries qui allaient exploser dans la technologie, comme la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle, la crypto, c'était la plus facile à rentrer, en fait. Parce que tu n'as pas besoin de diplôme et d'être hyper technique comme l'IA, mais tu n'as pas non plus besoin de lever 3 milliards comme la VR, en fait. Et du coup, c'était l'industrie idéale, c'est celle avec les plus basses barrières d'entrée. Et du coup, on est en juillet 2019. Il t'a fallu combien de temps pour faire ce choix de partir sur la crypto? Genre, est-ce que c'est sur un week-end et t'as dit, bon, c'est bon, c'est là-dedans que je vais? Ou alors ça a maturé pendant 6 mois? Ouais, ça a maturé pendant très, très, très longtemps. Donc, en 2017, je découvre. En fait, en 2012-2013, il y avait genre le plus gros geek de mon école qui avait déjà des bitcoins, mais j'avais un peu ignoré, enfin, je ne comprenais pas trop. Ensuite, en 2017, j'ai acheté $100 de bitcoin et je me suis fait un tout petit peu d'argent avec les ICO, etc. Et du coup, je savais que c'était cool. Et en fait, ouais, quand j'ai arrêté l'université, je pouvais tout faire. Et je me suis dit, bah, comment est-ce que je vais pouvoir sélectionner ce que je fais? Et en fait, j'ai sélectionné l'industrie qui était la plus ambitieuse, qui allait transformer le monde le plus vite et avec les plus basses barrières d'entrée, en fait. Et c'est un peu, quand tu regardes Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ils ont tous sélectionné l'industrie avec les plus basses barrières d'entrée et la plus ambitieuse. Au début de leur carrière aussi, c'était Internet. Et ça a l'air hyper rationnel comme choix. Genre, c'est a posteriori que tu as réussi à faire l'analyse ou bien alors sur le moment même, tu étais Sur déjà le en moment train même. de... C'est sur le moment même. Ok. En fait, c'est juste, j'ai réellement envie d'être le prochain Elon Musk ou Steve Jobs. En tout cas, j'ai envie d'essayer, en fait. Et du coup, il faut juste regarder qu'est-ce qu'ils ont fait. Et bah, on va reverse engineer tout ça. Et en fait, c'était quoi au début? Et au début, tous les plus grands entrepreneurs du monde ont commencé par Internet. En tout cas, celle de la génération, pas Steve Jobs et Bill Gates, ils sont trop vieux, mais, euh, mais la génération aujourd'hui des leaders, ils ont tous commencé avec Internet. Et donc, c'était hyper rationnel. J'ai un peu regardé la réalité virtuelle, j'ai un peu regardé la crypto, j'ai un peu regardé l'intelligence artificielle. Je me suis renseigné sur les trois. Et au final, je me suis dit, mais la crypto, c'est super ouvert. C'est même pas mainstream. Donc, en plus, c'est contrarien. Ça veut dire que du coup, il y a moins de gens talentueux. Du coup, je peux progresser. Et le jour où ça deviendra mainstream, eh ben, j'aurais tellement appris, j'aurais Exactement. tellement progressé que je serais au top. Une Et référence, ouais. pour Ouais. l'instant, ce plan marche. Ouais. Mais justement, Plutôt bien. la semaine passée, il y avait un talk d'Eric Thorenberg de Beyond Deck qui disait il y a deux types de risques, il y a les market risks et les execution risks. Et prendre des market risks, c'est malin quand tu es en mode exploration et que le marché n'est pas encore totalement saturé et pas mainstream. C'est des Ouais. market risks que tu dois prendre. Et très souvent, tu peux les prendre quand tu es jeune parce que tu n'as rien à perdre. Donc, c'est un peu ce que tu as fait, quoi. Trop bien, trop cool, trop cool. Et du coup, là, et après ça, donc tu vas à 42 à la vallée, c'est ça? Tu le fais ce truc du coup? Tu pars? Du coup, ouais, en fait, j'ai fait la piscine de 42 en Californie. En fait, moi, je suis pas nul en code, en fait. Je suis quand même passé, et j'ai appris un peu le code et tout. Mais au final, ensuite, j'ai été pris parce que 42, c'est pas très sélectif dans la Silicon Valley, vu qu'il y a beaucoup moins de demandes qu'à Paris, parce que Xavier Niel, il n'est pas connu dans la Silicon Valley. C'est pas idéalement placé 42. Et du coup, il y a quelques facteurs qui font que c'est plus simple de rentrer. Mais nous, on voit ça comme une chance, en fait. C'est waouh. En fait, du coup, on a une grosse chance d'avoir un loyer gratuit dans quand même une des régions les plus chères du monde. Donc, moi qui n'ai jamais gagné d'argent de ma vie, je dis à mes parents, vous savez que les 500 € par mois que vous me donnez, au final, je peux aller dans la Silicon Valley. Il y a Interact qui est financé par les meilleurs investisseurs du monde qui vont me payer mon vol. Je vais aller là-bas, mon loyer il va être payé. Genre, en fait, ma vie, elle coûte rien. Et du coup, ils ont dit, bon, bah, ok, vas-y. Et voilà. Donc, c'était cool. Ils ont vraiment dit OK, vas-y, ou ça a été plus long que ça? Non, non, non. Ils ont été. J'ai de la chance d'avoir des parents qui sont vachement permissifs. Ils m'ont juste dit dans ma vie. En fait, moi, je voulais drop out hyper vite. J'ai vite compris que l'université ne me servait pas à grand-chose à part l'anglais. Et à 19 ans, 20 ans, je voulais absolument drop out. Et maintenant, c'est drôle parce que je vis à San Francisco. Là, je suis momentanément à Paris, mais je vis à San Francisco. Et tous mes potes de San Francisco, ils ont aussi drop out à 19 ans. Mais moi, en fait, j'avais vraiment ça en moi aussi. Sauf que mes parents, ils m'ont dit non, ils payaient mes études en fait, et donc je me sentais mal de quitter.
Et du coup, j'ai pas arrêté. Donc, du coup, mes parents, leur seul point strict, c'était qu'ils ont dit, tu dois faire une licence. Après, tu fais ce que tu veux, mais on veut que tu aies une licence. C'est le minimum. Et c'est drôle, parce qu'au final, en France, une licence, c'est quand même pas beaucoup, hein. Ça va pas m'avancer dans la vie du tout, une licence. Et ça m'a jamais servi, ma licence. Mais l'anglais, évidemment, m'a servi. Et donc, c'est une grande chance que j'ai pu étudier en Angleterre. Ok, ok, ok. Et vas-y, François, Et du coup, après la piscine, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à rester là-bas ou tu as dû revenir un peu en France? Et du coup, après la piscine, ça dure 1 mois. Je suis revenu en France. J'ai été accepté. Et du coup, je reviens en juillet 2019. Et donc, voilà. En gros, là, ce que je viens de couvrir, c'est toute ma vie jusqu'à mes débuts dans la crypto. Euh, et du coup, la deuxième partie, qui a commencé de juillet 2019 à maintenant, elle est incroyable. Et enfin, je suis tellement heureux de vivre ce que je suis en train de vivre. Et, euh, et voilà, donc en juillet 2019, j'arrive à 42. Et du coup, en fait, de plus vivre chez mes parents, ça m'a un peu débloqué. Et je me suis dit, les 5 000 euros que j'ai sur mon compte, je vais les dépenser pour aller à San Francisco, rencontrer des gens, aller à des conférences ou je ne sais pas, je vais essayer de prendre le plus de risques possible parce que j'ai une petite fenêtre où si je fais des trucs cool, il peut m'arriver un truc sympa. Et du coup, c'est là où je me rends compte que j'ai pas beaucoup de réseaux et du coup, il va falloir que je commence à tweeter. Et du coup, en juillet 2019, je me dis un truc qui n'est pas naturel pour beaucoup de gens, c'est tweeter. Et donc, je me dis, OK, je vais tweeter sur Ethereum parce que j'avais déjà un peu recherché dans Meteor, mon groupe de jeunes Ethereum. J'avais un peu appris le Solidity. J'avais déjà fait un petit projet sur Pioneer, qui est une espèce d'hackathon en ligne. Euh, et donc, je commence à tweeter et tout. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que dans Ethereum, il y a un groupe de jeunes entrepreneurs qui font des applications vraiment qui poussent les limites d'Ethereum euh, et qui juste innovent en fait. Et ça s'appelle Metacartel. Et, euh, et en fait, je les ai rejoints. Et en fait, c'est complètement fou ce truc. C'est en fait, j'étais en train de tweeter en juillet 2019 et je venais d'arriver à San Francisco. Et en fait, il y avait une conférence énorme en août 2019 à Berlin. Et en fait, je tweet, oh là là, si j'avais de l'argent illimité, j'irais à Berlin parce que je n'avais pas l'argent en fait. Et il y a un inconnu qui répond à mon tweet et qui me donne 1 500 $ pour que je puisse y aller. Et c'est quoi de m'en fou? Parce que c'est juste un tweet en fait, alors que j'avais 500 followers, le mec il ne me connaissait pas, il est inconnu, je connaissais, enfin, je ne savais pas vraiment qui c'était. Et en fait, il s'appelle Peter Pan et maintenant c'est un des leaders dans la crypto parce que c'est la tête de Metacartel qui est devenu un fonds d'investissement qui manage des dizaines de millions. Et en fait, j'arrive à Berlin, je deviens pote avec Metacartel. Et c'est là où je rencontre encore plus d'entrepreneurs et que vraiment, je rencontre la communauté pour la première fois de ma vie, du coup, en août 2019. Et c'est hyper drôle parce qu'en fait, Peter Pan, on se rencontre et il me dit, mec, moi, j'ai pas l'argent non plus, en fait. Je t'ai donné ça parce que je voulais que tu viennes, mais il va falloir que on fasse un truc parce que moi, j'ai pas d'argent, toi, t'as pas d'argent. Alors, du coup, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait tokeniser ma dette. Et on a créé un token qui s'appelle Alex Masmej Debt 2019. Et en fait, c'est ça l'ancêtre de mon token Alex. C'est parce que, en fait, on m'a envoyé à Berlin gratuitement à cause d'un tweet. Et le mec, il ne pouvait pas me payer. Et du coup, c'est des gens qui ont acheté ce token de dette, où en gros, j'allais payer 10% sur les 1 500 $ l'an d'après. Et du coup, lui, il a été payé du coup. Moi, je n'avais pas à rembourser tout de suite. Et c'était fascinant comme truc. Et du coup, j'arrive à Berlin, première conférence, on crée ce token de dette un peu bizarre. Et ensuite, il y a Roll qui me contacte et qui me dit, mais Alex, nous, on essaie de convaincre des créateurs de créer des tokens et toi, tu l'as fait tout seul. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable ce que tu fais. Est-ce que tu veux créer le token Alex? Donc, c'est marrant. Du coup, tu l'as créé pour le coup, Et du avec coup, Roll. exactement. Et du coup, on est en août, septembre 2019 et je crée le token Alex et je l'annonce sur Twitter et rien se passe. Les gens font OK. En gros, ce que j'avais dit à la base, c'était que le token Alex, ça permettait d'avoir 1 heure de mon temps. Sauf qu'à l'époque, j'étais un jeune dans la crypto qui voulait explorer et rencontrer du monde. Donc, j'avais plein de temps, hein. Et du coup, ça n'a pas tellement bien marché. Et c'est en fait plus tard que ça a été utile. C'était en mars-avril 2020 que le token Alex a vraiment poussé. Mais on était en août-septembre et c'est marrant que je l'ai créé à ce moment-là.
Non, moi, je trouve ça génial. Et en plus, quand tu as fait une apparition rapide sur notre Clubhouse il y a 2, 3 semaines, et tu avais mentionné le fait que grâce à ce token, en fait, tu avais réussi à faire bosser des potes sur tes projets en les rémunérant en token Alex. Alors ça, je veux trop que tu fasses une petite digression là-dessus, si tu as le temps, au fur et à mesure de la conversation, au moment où ça se passe dans ta ligne du temps Ok, ok, d'entrepreneur. ok. Ok, ok. Trop cool. Bah, ouais, là, ça va. Donc là, on a un peu avancé dans ma vie. Là, j'ai commencé la crypto. On est en août 2019. Du coup, je suis dans MetaCartel et j'ai créé mon token Alex. Mais à la base, mon token Alex, c'est vraiment une anecdote dans ma vie. C'est pas du tout un truc incroyable. Et en fait, j'ai créé un truc qui s'appelle Marketing DAO avec la CMO de Consensus. Consensus, c'est une des boîtes les plus grosses dans la blockchain. Et, euh, et en fait, j'ai réussi à aller dans ce groupe un peu privé qui lance une DAO dans Ethereum. Donc, c'est une espèce de compte en banque qui appartient à Ethereum, qui n'est pas incorporé dans un pays en particulier, mais qui est incorporé dans Ethereum. Et notre but, c'est qu'on va donner des grants, des dons à des gens qui veulent faire le marketing d'Ethereum. Et comme moi, bah, j'étais sur Twitter, je commençais à être un petit peu populaire, j'avais peut-être 1000 abonnés. euh, et bah, les gens trouvaient que j'étais plutôt bon en marketing. Et du coup, je suis rentré dans ce groupe-là. Ça m'a un peu fait avancer en notoriété. J'ai rencontré des gens vachement cool. Mais au final, Marketing DAO ne marche pas si bien que ça. Et c'est pas grave, en fait. Je continue à faire des expérimentations. Et en janvier, février, je fais un autre truc qui s'appelle Rocket. Et en gros, Rocket, c'est un projet où les NFT, donc par exemple l'art digital, les noms de domaine, enfin vraiment toutes ces catégories qui est en fait un actif qui n'est pas de l'argent sur Ethereum, je voulais en fait créer un truc pour faire des prêts contre ça en fait, un peu comme un marchand à gage en gros, parce que je me disais, en fait, la crypto, c'est top, mais ça bénéficie que les gens qui ont déjà de l'argent. Parce que pour emprunter de l'argent dans les plateformes de prêt et d'emprunt sur Ethereum, il faut mettre plus d'argent que tu en ressors. Donc, c'est bien pour les traders et les gens riches, mais je me suis dit, c'est un peu bizarre, il faut trouver des façons alternatives de le faire. Donc, j'ai créé une communauté à l'époque qui s'appelait la DeFi sous-collatéralisée. Et au final, ce groupe explose. Il y a 500 personnes et il y a plein de working groups qui se passent et tout. Et c'est là, en fait, où je fonce à fond dans le sujet et je me rends compte, mais en fait, les NFT, ça pourrait être un collatéral, en fait. Tu pourrais mettre un CryptoKitty, tu pourrais mettre un parcelle de Decentraland, qui est un peu le Minecraft crypto où tu peux acheter de l'immobilier virtuel ou juste de l'art, en fait. De l'art qui coûte 5 000 euros, bah, tu pourrais peut-être le mettre et du coup, bah, tu génères 2 000 euros, en fait. Et si tu ne repayes pas, et bah, on va te liquider ton art. Et en fait, ça se passe. Et bah, c'est mon plus grand succès à l'époque parce qu'il y a peut-être 80 000 dollars dans la DAO. Il y a Metacoven qui est un grand collectionneur, le mec qui a acheté Beeple là 6 mois plus tard, qui vient et qui dit mec, j'ai 200 000 dollars de Decentraland, j'aimerais trop avoir un prêt, etc. Et donc, bah, c'est le plus grand truc que j'ai fait à l'époque. J'étais hyper content. Quand tu dis que tu le crées, c'est toi qui codes ça ou bien tu t'entoures en fait de devs et tu leur dis bah, c'est ça la roadmap produit, allez les gars, vous sortez un product. Ou c'est toi qui mets les mains dans le cambouis. En fait, c'est ni l'un ni l'autre parce que la crypto, c'est open source. Donc, du coup, le code, il existe déjà. Et en fait, il y a déjà des applications qui permettent de juste redéployer le smart contract sans coder, en fait. Donc, en fait, Rocket, c'est une DAO. Ça veut dire qu'en gros, il y a des gens qui vont voter si on fait un prêt, oui ou non, à cette personne. Et en gros, bah, il y a un site qui s'appelle DAOhouse qui a été créé par mes amis de Metacartel pour juste redéployer ça sans coder. Et donc, moi, j'en redéploie une et je vais dans DAOhouse, qui est cette interface-là qui bug vachement. C'est vraiment pour les gens dans la crypto. Si tu ne comprends pas la crypto, ce site, c'est du chinois. Hein. Et du coup, je vais sur DAOhouse, je redéploie mon truc. Et en fait, c'est ça un peu ma force dans la crypto, c'est que, en fait, il y a plein de codes qui marchent dans la crypto. Euh, et en fait, si tu prends ce qui existe déjà, les primitifs qui existent déjà, et que tu fais des nouveaux concepts innovants, et ben la communauté, elle va adorer en fait. Parce que c'est du code qui est battle testé, c'est intéressant, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et donc, du coup, je n'ai pas eu besoin d'avoir d'équipe produit au début. Mais oui, ensuite, comme ça a un petit peu marché Rocket, j'ai attiré des développeurs. Il y a Paul Berg de Sablier, qui est un bon pote à moi, qui a commencé à pusher un peu des changes et tout. Et donc, c'était cool. Et en gros, dans la DAO, il y a 80 000 dollars et je fais 2, 3 conférences où je parle de Rocket. J'ai fait des podcasts et ça se passe bien, mais bon, ce n'est pas un succès énorme. Par exemple, moi, je connaissais AAV au début en 2019 quand ils n'avaient rien et maintenant AAV, c'est un des plus grands trucs du monde.
Rocket, c'était pas ça. Rocket, c'était 80 000 $ dans une DAO. C'était pas non plus époustouflant. Et en fait, il y a des investisseurs qui commencent à me contacter, mais ce n'est pas Andreessen Horowitz. C'est des investisseurs dans la crypto qui sont intéressés par ce que je fais. Et donc, je me dis, OK, c'est cool. Là, c'est un des meilleurs trucs que j'ai pu faire dans ma vie. Je sens que je progresse et tout. Mais ce n'est pas non plus le truc incroyable qui va me propulser, etc. Et du coup, le Covid arrive. Et du coup, je me dis, bon, bah, j'arrête Rocket parce que je pense que le Covid, tout le monde s'est remis en question pendant le Covid. Et je me suis dit, est-ce que vraiment les gens ont besoin de collatéral NFT pour la DeFi? Je pense que Alex, tu t'es un petit peu trop enfermé dans une micro niche. Et du coup, en fait, dans le Covid, tout simplement, je suis chez mes parents, j'ai pas d'argent. On m'a coupé le premier et seul salaire que j'ai jamais eu dans ma vie. En fait, c'était une marque dans le marketing. Genre, je faisais des vidéos pour une application, j'étais payé un petit peu d'argent, ça me permettait de vivre depuis 2 mois. Et ils me coupent mes revenus, donc je n'ai pas d'argent, je suis chez mes parents. J'ai dû revenir de San Francisco du coup. Et en fait, j'ai une opportunité énorme, c'est que avec Rocket et ce que j'ai fait un peu dans la crypto, qui était cool, et la communauté commençait à bien me supporter parce que la communauté Ethereum, elle est hyper, hyper sympa et généreuse en fait. Parce que Ethereum, c'est vraiment des jeux à somme positive. Ça veut dire que si ça marche bien pour moi, je vais créer un étude de cas qui va renforcer Ethereum, etc. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc, en fait, la dernière conférence avant que le Covid arrête tout, c'est ici à Paris. Et c'est des Français. Et donc, Simon Polro et tous les gens français, je les connais, puisque ça fait peut-être à l'époque 6 mois que j'étais dans Ethereum. Et ils me disent, Alex, tu as le main stage de Ethereum, tu as le main stage de cette conférence. Je ne sais plus où c'était à Paris, mais c'était un endroit énorme. Et vas-y, fais ce que tu veux, tu vois. Parle de ton token Alex si tu veux. Mais à l'époque, le token Alex, il n'y avait rien qui s'était passé dessus. Et je me dis, OK, c'est maintenant ou jamais, Alex. Là, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas envie de prendre de job. Il va falloir que tu trouves un truc et que tu fasses une annonce forte, quoi. Et du coup, j'arrive et je dis, écoutez, c'est mon token Alex. Je raconte un peu les tokens, les personal tokens, ce que j'ai appris. Et je savais qu'à la base, ça ne marchait pas très bien, le token Alex. Il n'y avait pas beaucoup de traction. Et je dis, voilà, en fait, j'ai envie de lever 20 000 $ pour aller à San Francisco et réaliser mon rêve de devenir entrepreneur dans la technologie, dans la crypto. Voilà, j'ai besoin de ça parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas me payer d'aller à San Francisco. Il faut que je paye un avocat. Et voilà. Et j'ai dit, à l'époque, je ne savais pas trop, mais j'ai dit, on va réfléchir à comment essayer de rembourser les gens. Et au final, il y a plutôt une bonne réponse, mais il n'y a rien de spécial qui se passe. Et 2-3 semaines après, je fais, vas-y, je vais le faire réellement. Et donc, je poste le truc. Je mets une Google Form où les gens ils peuvent payer à mon adresse, Ethereum. Et en fait, je lève les 20 000 $ en 3 jours, un truc comme ça. Et là, les médias ont commencé à énormément s'intéresser à ça et à faire waouh, un entrepreneur lève 20 000 $ avec une human IPO, etc. Et c'est là où je me dis waouh, en fait, ça a vraiment plu aux gens. Et du coup, voilà. Donc, ça s'est passé cette vente et c'était 15% de mes revenus pour les 3 prochaines années que je vais donner tous les trimestres à ces gens-là. Et en fait, c'était juste la vente de 20 000 $ et c'était juste 10% des Alex que j'ai donné également comme cadeau. Et je me dis, du coup, là, j'ai tous les Alex sur Uniswap et il va falloir trouver d'autres trucs parce que pour eux, ce n'est pas un investissement. Là, si tu achètes Alex aujourd'hui, ce n'est pas un investissement. Les 20 000 $ et le partage de revenus, c'était juste pour 30 personnes qui ont fait ça, du coup, et qui m'ont un peu propulsé parce que c'était le premier truc viral de Alex. Et du coup, en fait, j'ai passé le reste de l'année à faire 2 choses. Rencontrer d'autres cofondateurs et essayer de faire une startup avec eux. Parce que du coup, j'avais un peu d'argent, j'étais un peu plus libre. Et de 2, juste faire des nouveaux produits avec le token Alex parce que je savais que ça plaisait aux gens. Donc voilà. Génial. Et Tu donc, penses quoi des personal tokens, du coup, maintenant que tu en as créé un et que tu l'as utilisé? Est-ce que tu es arrivé au bout du sujet? Est-ce que tu vois d'autres opportunités? Je suis pas mal rallye, du coup try rolls aussi, etc. Et je vois qu'il y a plein de choses qui se lancent, mais je ne sais pas si c'est du bruit ou si c'est quelque chose auquel il faut vraiment porter attention. yes. Donc, quand j'ai créé ça, ça a un peu lancé une mode parce qu'il y a Kerman Collie qui est un petit peu comme moi, un jeune entrepreneur ambitieux, etc., qui lance le même. En fait, les personal tokens, et c'est ça que j'ai appris avec Alex. En fait, Alex, j'ai fait
ma petite ISA de 20 000 $. Mais en fait, c'était pas marqué dans le code. En fait, je pouvais partir avec l'argent et je peux toujours le faire et partir avec un montant d'argent énorme et scammer les gens. Mais moi, je suis un cas spécial parce que je suis un peu connu dans la crypto et la crypto, c'est toute ma vie. Donc, si jamais je fais un scam, ma réputation est ruinée. Et donc, je ne suis pas incité à faire ça du tout. Euh, et en fait, la raison pour laquelle, pour l'instant, ce n'est pas un succès mondial et ce n'est pas comme Twitch où tout le monde stream et tout le monde ne fait pas de token, c'est qu'il faut, entre guillemets, être sûr que ce token a une valeur, que c'est difficile de tricher et que ça a vraiment une valeur intrinsèque. Alex, aujourd'hui, ça n'a pas de valeur intrinsèque parce que ce que je me suis dit, en fait, une fois que mon token s'est passé, je me suis dit, bon, là, j'ai quand même un marché à créer avec mon token Alex. Et il faut trouver un peu des études de cas avec lesquelles je peux travailler et tout. Et du coup, le token Alex, ça permet par exemple de rentrer dans un groupe chat où en gros, seuls les gens qui ont le token Alex peuvent rentrer dedans. Et si jamais tu les vends, le bot te kick du groupe en fait. Ou sinon, un truc où en juillet, c'était un peu clickbait ce que j'ai fait, mais j'ai appelé ça Control My Life. Et en gros, les gens, ils pouvaient contrôler. J'étais à Boulogne chez mes parents. C'était toujours le Covid. Et en fait, ils ont contrôlé quelle habitude je faisais dans ma vie, entre me lever tôt le matin ou devenir vegan ou un truc comme ça. Et les gens, ils ont voté pour courir 5 km par jour pendant tout le mois de juillet. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, tu vois, c'était un peu drôle et ça a vachement fait de bruit. Et c'était marrant parce que au final, ça a vraiment donné des réels projets. En fait, le code, c'était Austin Griffiths qui l'a fait. Donc là, c'était un partenariat avec un codeur. C'était Austin Griffiths, qui est un des plus impressionnants développeurs dans Ethereum, qui du coup est un peu comme moi. En fait, il faisait des trucs. En fait, Austin Griffiths et moi, on est un peu similaires dans le sens où, à l'époque, maintenant, parce que je suis entrepreneur, donc c'est un peu différent de ce que fait Austin, mais à l'époque, notre but, c'était, on va faire des mini-produits pour inspirer les gens, en fait. Le personal token Alex, ce n'est pas une prouesse technique, mais ça a fait cliquer aux gens, ah ok, en fait, investir dans quelqu'un, ça va être le futur des créateurs dans le monde. Et donc, c'est pour ça que Austin m'a aidé pour faire ça. Et maintenant, il y a une boîte qui s'appelle Snapshot Labs et quasiment toutes les boîtes dans la DeFi l'utilisent pour la gouvernance. Et ça utilise le même principe que le Control My Life. Donc, c'est marrant à quel point, au final, tout redevient utile parce que un des mecs qui était inspiré par ce que j'ai fait a créé Snapshot Labs, qui est maintenant essentiel pour la DeFi. Et bref, et donc, j'ai créé plein de petits use cases pour Alex, mais au final, Alex, c'est pas backé financièrement. Et en fait, Roll, Rally, etc., c'est des infrastructures et il n'y a pas de consumer app en fait qui va vraiment faire que ce truc explose. Et c'est pour ça que les NFT, ça marche parce que les NFT, c'est réellement backé par quelque chose en fait. C'est backé par une pièce d'art, c'est backé par un collectible, par un truc à collectionner. Et du coup, c'est plus simple à comprendre que les social tokens. Parce que le token Alex, au final, même aujourd'hui, je ne comprends pas vraiment ce que c'est. Parce que, en gros, pourquoi est-ce que ça monte? Le token Alex, j'ai l'impression que là, ça a beaucoup monté parce que les gens me voient progresser. Et du coup, il y a plus de gens qui savent que j'existe. Du coup, il y a plus de gens qui se disent, bon, bah, je vais acheter parce qu'il a l'air marrant. Et le prix monte. Donc, au final, Alex, c'est un petit peu un espèce de Dogecoin, en fait, aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment backé par un truc. C'est juste un peu un mème que voilà, ce jeune entrepreneur français qui a un background super random, en fait, bah, on a envie de l'encourager et c'est cool. Et aujourd'hui, il y a 500 personnes qui ont Alex ou 600, je crois, parce que sur Roll, il y a des gens qui ne sont pas sur Etherscan, du coup, il y en a plus. Et bah, ces 600 personnes-là, bah, c'est juste des supporters et c'est gentil, mais ce n'est pas vraiment un truc. Je vais faire tout, évidemment, pour les remercier plus tard. Et on va voir ce qu'on peut faire pour les récompenser de m'avoir soutenu, parce que ça m'a beaucoup aidé, évidemment, le token Alex en notoriété, en réseau, etc. Mais pour l'instant, ça n'a pas de valeur intrinsèque et c'est ça le problème des personal tokens. Et donc, c'est le Ok. moment où tu pivotes vers les NFT, c'est ça? Et du coup, ouais, en fait, dès que j'ai fait mon token Alex, mon image dans la crypto, elle a beaucoup, beaucoup monté au bout des prochains mois. Et du coup, je parlais à des investisseurs qui, du coup, savaient que le but du token Alex, c'est que j'allais faire une startup. Donc, du coup, plein d'investisseurs commencent à me rencontrer et à s'intéresser à moi et à dire, ouais, tu as un parcours vachement cool parce qu'au final, un entrepreneur, quand il lève des fonds, il dit souvent un truc, c'est quel est ton unfair advantage? Quel est ton edge en tant que founder? Ça veut dire quel est ton avantage compétitif que personne d'autre n'a fait. Et donc là, j'étais un cas intéressant parce que quasiment personne dans le monde n'a créé son propre token et n'a cette expérience unique que j'ai de
tout ce que j'ai appris en fait sur comment créer son propre token. Et donc, à chaque fois, les entrepreneurs, enfin, les investisseurs me disaient, du coup, est-ce que tu vas créer une plateforme pour que tout le monde puisse le faire, etc. Un peu comme Justin Kan de Twitch. Son histoire, elle est folle puisque c'était quand même un mec qui se filmait tout seul. Et ensuite, il a créé une plateforme pour que tout le monde puisse se filmer. Et moi, j'ai créé mon token qui était également bizarre que Justin. Et bref, et donc c'est marrant parce que du coup, est-ce que la suite logique, ça serait faire ma plateforme où tout le monde peut se tokeniser et je me suis dit, ouais, je pense que c'est ça ce que je veux faire. Et du coup, quand je regarde encore une fois rationnellement, un peu comme quand j'ai choisi mon industrie, je regarde rationnellement et je me dis, OK, euh, il faut que ça soit renforcé on-chain. Il ne faut pas que ça soit un mème comme Dogecoin. Sinon, il va y avoir des gens anonymes qui vont arnaquer les autres. Sinon, les gens, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils vont se dire, mais j'investis dans quoi en fait? Ce n'est pas un truc concret. Et donc, je me dis, il faut que ça soit backé par un revenu concret. Et ensuite, une fois que tu te dis ça, tu te dis, OK, mais le problème, c'est que si c'est backé par un revenu concret dans la vie de tous les jours, payé en fiat, euros ou dollars, ça ne va pas marcher parce que du coup, tu dois partenaire avec une boîte d'avocats qui va te dire, OK, il a bien payé ceci et du coup, on le met dans la blockchain. En gros, s'il y a du monde réel en fait dans l'équation, ça ajoute de la friction dans cette espèce de revenu qui va backer la valeur du token. Et par exemple, Lambda School, qui est une école pour les revenus et l'alignement des revenus avec les ISA et tout. Eux, ils sont partenaires avec une boîte. C'est ce que Eric Thornberg m'a dit, parce qu'en fait, on a pensé pendant un moment à faire un fellowship de personal token avec Eric. Et au final, on ne l'a pas fait parce que c'est hyper dur en fait en dehors de la crypto. Et Lambda School, ce qu'ils font, c'est qu'ils partenairent avec une boîte dans le droit. Et que nous, on n'était pas prêt à faire ça. Et on ne peut pas faire ça dans une boîte aujourd'hui, c'est encore trop tôt. Et je me suis dit, mais en fait, il y a qui, du coup, qui fait de l'argent sur la blockchain aujourd'hui, en fait? Et quand tu regardes, c'est les créateurs de NFT. C'est eux, ils se font de l'argent. Et en plus, ils sont consumers. Parce que là, on le voit, ça attire des stars. Ça attire Logan Paul, Justin Bieber, Cardi B, l'artiste Beeple qui est incroyable. Euh, et je me dis, mais attends, moi, je suis un mec qui suis plutôt fort en marketing. Je l'ai prouvé et j'ai beaucoup appris sur le marketing. Donc, je suis vraiment un consumer founder. Et en plus, j'ai cet avantage que j'ai créé mon token. Et donc, dans la roadmap, si jamais je crée un créateur token, bah, j'aurai plein de leçons que je pourrais appliquer à ce produit-là. Et du coup, c'est quoi l'étape zéro, en fait, de créer cette espèce de nouvelle plateforme où les créateurs vont pouvoir créer un token? Et bah, c'est une plateforme de NFT, en fait. Et donc, je rentre à OnDeck pour la 7e fois que j'ai essayé parce que, comme vous savez, j'ai un passé de me faire refuser partout. Et donc, en fait, je suis devenu un peu plus proche de Eric Thornberg. Et à OnDeck, on est en décembre 2019. Donc là, on est en décembre 2020. Donc là, c'est quasiment la fin de mon histoire. Et je lui dis, mais Eric, genre, enfin là, on se parle depuis un moment et tout. Vous pouvez quand même arrêter de me rejeter là au bout d'un moment. Genre, mettez-moi dans OnDeck. Et là, il fait OK, OK. Et du coup, il m'ajoute complètement. Attends, mais pourquoi est-ce qu'il t'a donné le pourquoi du comment t'étais refusé à chaque fois ou pas du tout? Bah, en fait, c'est un peu comme quand Entrepreneur Force m'a refusé ou The Family m'a refusé ou tous les programmes auxquels j'ai refusé. C'est juste que, en fait, et c'est ce que Erika m'a expliqué parce que Erika Batista travaille on deck, c'est que je passe pas les filtres normaux parce que, par exemple, on deck ou Entrepreneur First, ils font pas de paris sur les gens en fait. Et moi, je suis un pari. Je suis trop risqué en fait quand tu es un incubateur, un accélérateur ou une communauté. Je suis trop risqué pour faire des paris. Et il y en a qui font des paris sur les gens, comme Interact, et ils ont réellement fait un pari sur moi parce qu'ils sont financés par les meilleurs investisseurs du monde et ils auraient pu ne pas me prendre parce que j'étais pas si impressionnant que ça en 2019 et même aujourd'hui, je débute encore. Et ils ont parié sur moi en 2019. Mais en fait, OnDeck, c'est une communauté où ils ne peuvent pas faire. Ils sont en train de démarrer. Moi, personnellement, je trouve que c'est une erreur et je pense qu'ils vont rectifier. Donc, OnDeck sont très réceptifs au feedback. Mais ce que Erika m'a dit, c'est qu'en deck, on ne fait pas de paris sur les gens. Et qu'on voit Alex Masmej, qui est un mec qui sort de nulle part, qui n'est pas ingénieur, qui ne vient pas des GAFA, qui est français. Enfin, c'est très, très, très différent du profil type de la personne qui applique à OnDeck. Et donc, c'est pour ça qu'il me rejetait tout le temps. Mais au final, Eric Thornberg, il adore la crypto, il adore les personal tokens. Il est rentré en contact avec moi et on a commencé à se parler beaucoup. Et du coup, je lui ai dit, c'est bon, je peux faire une exception, s'il te plaît. Il m'a dit, OK, pas de problème. Et au final,
j'ai un peu prouvé qu'il faut faire des paris sur des gens parce que ça s'est très bien passé pour moi on deck. J'ai trouvé mon cofondateur direct, j'ai levé des fonds hyper vite et j'avais besoin en fait de trouver un cofondateur parce que je suis français et que c'est pas comme mes potes à Harvard, il n'y a pas de coloc qui fait du computer science que tu rencontres à 12 ans et qui ensuite après tu fais une boîte avec. Moi, j'ai toujours dû me créer des communautés et vraiment sortir de mon environnement le plus possible pour rencontrer des gens. Et donc, c'est ce que je leur ai dit. J'aurais dit, mais moi, j'ai besoin de trucs comme OnDeck parce que mon environnement naturel où je suis né ne m'accorde pas ce que je veux faire dans la vie. Et du coup, à OnDeck, je rencontre mon cofondateur, on lève des fonds et voilà. Donc, on a sorti notre premier produit et du coup, j'ai fondé Showtime et c'est la fin de mon background. Voilà. Et tu as levé de l'argent, j'ai vu que tu as levé de l'argent avec des bons invests. D'ailleurs, j'ai vu que tu as plein d'angels et tu m'as même pas demandé. Moi, j'aurais été chaud de mettre un petit ticket là tout au début. Fallait me le demander. Pardon. Et ça va, au prochain round. Il y Et aura du plus coup, de place. En fait, il y aura plus de place au seed round. J'ai juste levé 500 000 dollars et je suis vraiment hyper débutant. Je n'ai jamais levé de fonds sérieusement de ma vie depuis les 20 000 dollars. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis là pour apprendre et j'ai été contacté par énormément de gens et c'était vraiment dur de vraiment penser à tout le monde. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui n'ont pas pu rentrer ou qui ont pu rentrer à vraiment tout petit parce que ça ne veut pas dire que je vais réussir. Les entrepreneurs, il y en a qui ont beaucoup de mal à lever et au final, ils explosent. Et il y a des gens qui lèvent énormément très facilement et qui n'explosent pas. Mais moi, je suis dans la catégorie de la deuxième parce que des gens qui ont cet avantage compétitif, des founders un peu spéciaux, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et donc, je levais pas beaucoup d'argent. Et donc, c'est plein de facteurs qui ont fait que malheureusement, si vraiment j'étais dans la catégorie des gens qui avaient du mal à lever, je t'aurais vraiment demandé. mais désolé en tout cas. Mais en tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, Et, j'ai deux questions. vas-y. Du coup, tu lèves en equity ou tu lèves en token? Et pourquoi tu as choisi de lever si peu? Entre guillemets, si peu, quand on compare ça au... J'ai l'impression que c'est un choix délibéré de ta part. Je suis trop curieux de savoir pourquoi. Yes. Donc, alors, pourquoi equity ou token? En fait, moi, je suis vraiment quelqu'un qui ne suis pas un crypto maximaliste. Je suis vraiment à l'intersection entre les startups de la Silicon Valley et la crypto. Et donc, en fait, faire un token, c'est bon que dans un cas, c'est si tu as un product market fit. Tu ne peux pas lancer un token comme ça, où ça arrive parfois, mais au final, ce n'est pas réellement une startup. C'est un protocole décentralisé dès le début et ce n'est pas très organisé, mais ça peut marcher aussi. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Et par exemple, YFI, Wire Finance, ce n'est pas une startup. Ça a commencé directement grâce à André Cronje, qui est incroyable, qui a démarré avec un token. Mais moi, je suis un peu le modèle de Robert Leshner, qui est un de mes investisseurs, qui est le CEO de Compound, qui appelle ça la décentralisation progressive. C'est qu'au début, tu n'as pas besoin d'un token. Au début, il faut que les gens aiment ton produit, en fait. Les gens doivent aimer ton produit et tu dois trouver cette boucle, en fait, où si tu incites les gens à faire cette action-là de ton product market fit, et du coup, ton produit va exploser. Mais tant que tu n'as pas cette boucle, le token qui représente du coup l'equity dans ta startup, en fait, il va servir à rien parce que tu vas le distribuer à des gens qui ne savent pas quoi faire avec. Alors que Compound, Uniswap, etc., ils ont tous trouvé un product market fit. Ils étaient tous hyper successful en fait déjà avant le token. Et le token, il faut voir ça comme du gros hacking avec de l'equity. Et du coup, j'ai fait le modèle standard des entrepreneurs dans la Silicon Valley qui lèvent des fonds pour leur startup crypto. C'est-à-dire que je fais de l'equity et dans mon safe, donc dans le document normalement typique de Y Combinator, on l'a modifié et on a dit le jour où ça deviendra un token, les gens qui ont investi de l'equity vont recevoir la part de la cap table proportionnellement au token. Il faut faire ça parce que sinon, ça veut dire que légalement, je peux ne pas donner de token et ça serait horrible pour les investisseurs puisque c'est un peu le but qu'ils investissent dans moi, c'est d'avoir des tokens à la fin. Et donc voilà, Showtime ne va pas rentrer en bourse. Showtime, si ça réussit, ça sera un token. Ok. Et du coup, pour les 500K? Pour les 500K, alors en fait, et en plus, franchement, c'est drôle que je m'exprime dessus parce que je pense que moi, je n'étais pas à The Family. Je ne sais pas si vous êtes à The Family ou pas, mais Jedi, je crois que tu étais un peu à The Family.
Bref, et en fait, moi, je n'ai pas d'expérience pour lever des fonds. J'étais à San Francisco avec des amis qui sont incroyables. Enfin, moi, un de mes colocs, il sort avec Sam Altman, par exemple. Et enfin, je rencontre des gens exceptionnels tout le temps. Et en fait, ils faisaient tous le même levée de fonds. C'était 500K à 10 millions. Ça n'a pas beaucoup de sens rationnel, je pense. Mais en fait, euh, comment je l'explique, c'est que en fait, il y a beaucoup de demandes. Et donc, du coup, je ne lève pas beaucoup de fonds pour dérisquer ma startup. Donc, en gros, si jamais je fais en sorte que ma startup marche, je vais pouvoir lever à une bien plus grosse valorisation plus tard. Mhm. Et en Ok, fait, d'accord. je fais pas. En fait, les réseaux sociaux, c'est pas un truc qui demande beaucoup d'employés. WhatsApp, ils ont été rachetés à 70 milliards, un truc comme ça. Ils étaient, je crois, 200. Enfin, c'était pas beaucoup. Et la crypto, elle n'a pas non plus beaucoup d'employés. Donc là, on est dans deux trucs où tu n'as vraiment pas beaucoup besoin d'employés. Tu dois juste avoir du talent. Tu dois exécuter très, 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 très vite. Donc, on doit aller très vite là parce que là, les NFT, c'est hot today. Et du coup, il faut vraiment bosser beaucoup en ce moment. Mais c'est pas vraiment les fonds. J'ai pas besoin. Je crois que Maxime Coutet a fait une beaucoup plus grosse levée de fonds, beaucoup plus impressionnante que la mienne. Et il est dans la réalité virtuelle. Mais c'est normal, c'est parce que lui, il crée un casque de réalité virtuelle et c'est beaucoup plus intensif au niveau du capital. La crypto, ça ne l'est pas. Et en fait, à la fin de mes 500K, je pense que j'ai quand même assez de réputation pour continuer de lever au final et de faire un flat round, en fait. Et du coup, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent parce que si ça ne réussit pas, eh ben, je continuerai ma levée de fonds normale. Et si ça réussit, j'aurai un meilleur deal en tant qu'entrepreneur, en fait. Ok, d'accord, c'est très clair. Euh, du coup, tu parles de NFT et on n'a toujours pas parlé de ta nouvelle, du coup, de ton idée, de ton projet en cours là. Moi, je veux juste parler du Nyan Cat qui s'est vendu hier à 580 000 dollars. Ouais. Il y a 100 millions qui ont été dépensés au cours des 30 derniers jours, qui ont été investis dans les NFT au cours des 30 derniers jours. Il y a des fonds comme Blackpool, etc., que je suis un peu, qui sont en train d'acheter plein de NFT. Qu'est-ce que c'est un NFT et qu'est-ce que tu apportes avec ton projet? Parce que D'accord. moi, juste pour là-dessus, j'y connais rien dans l'art. J'ai des amis qui sont artistes, j'ai des amis qui sont investisseurs dans l'art, et j'ai jamais rien compris dans l'art. Et je sais pas pourquoi, là, avec les NFT, surtout dans les collectibles, parce que c'est ça qui m'excite. Parce que pour le coup, tu vois, j'y connais rien dans l'art, mais peut-être qu'il y a une forme d'art sur laquelle j'arrive à m'exciter, c'est les collectibles. Parce que quand j'étais petit, je collectionnais les cartes Pokémon. Et récemment, j'ai commencé à re-racheter des cartes Pokémon en tant que spéculateur, tu vois, pour les revendre sur eBay, faire du flip sur eBay. Et donc, les collectibles, par exemple, c'est une forme qui, moi, me plaît. Et tu vois, par exemple, une image où je vois un truc bouger dessus, et genre, moi, ça va pas me parler, tu vois. Par contre, les collectibles, ça va me parler. Et donc, ouais, explique-nous un peu c'est quoi les NFT, c'est quoi ton produit là-dessus. Et moi, j'ai une question aussi. Il y a beaucoup de personnes, des théories. Après, moi, j'aime pas spéculer sur les théories de Twitter, mais il y a beaucoup de personnes qui disent pour le moment, il y a énormément de whales qui s'échangent des NFT entre eux, donc qui vendent et s'achètent des NFT entre eux, justement pour faire pumper les prix. Et qu'en fait, le volume d'échanges qu'on voit, c'est pas des individuels à chaque fois. C'est en fait des whales qui s'organisent pour faire pumper les prix sur les NFT. Parce que depuis quelques semaines, c'est déconné. Je veux dire, tout le monde parle de ça. C'est tout le monde. Est-ce que toi, tu as des insights là-dessus ou un avis là-dessus, des warnings pour le consommateur? Vas-y. Ok, ok, top, top. Donc déjà, la toute première question de François, c'était qu'est-ce qu'un NFT? Un NFT, en fait, c'est du contenu en ligne. En tout cas, là, je parle de la sous-section de NFT qui est crypto-média, mais en fait, NFT, c'est hyper large. Ça peut être un nom de domaine, ça peut être de l'immobilier virtuel, ça peut être une carte dans un jeu vidéo ou un item dans un jeu vidéo, ça peut être un peu tout, comme une skin en Fortnite, etc. En fait, tout ce qui n'est pas de l'argent, ça peut être un NFT parce que c'est un objet unique, en fait. Et c'est juste inscrit dans Ethereum que que ça appartient à quelqu'un. Et donc là, le NFT qui est intéressant en ce moment, c'est ce qu'on appelle crypto média ou les collectibles. Et en fait, c'est une catégorie de contenu qui est unique. Et c'est en fait tout nouveau comme concept parce que sur Internet, dès que tu publies du contenu, tu peux le copier-coller à l'infini en fait. C'est gratuit. C'est ça la data et Internet. Et en fait, NFT, c'est pour la première fois, on peut
créer simplement un ou deux versions d'un même contenu, ou trois ou quatre, ou autant que tu veux. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux créer quelque chose de rare sur Internet, alors que normalement, tout ce que tu mets sur Internet, c'est copiable à l'infini. Et tu peux savoir qui l'a créé. Donc, la provenance, c'est vraiment le lien avec le créateur qui est intéressant. Et tu peux savoir qui le possède. Et donc, à chaque fois, je fais cette comparaison avec Mona Lisa parce que les gens y comprennent mieux. C'est que Mona Lisa, c'est la Mona Lisa de Leonardo da Vinci qui vaut énormément d'argent. Si tu copies-colles Mona Lisa, ça vaut rien. C'est vraiment le lien avec le créateur qui rend la valeur de Mona Lisa. Et en fait, c'est ça un NFT. Ce n'est pas vraiment le contenu. Le contenu, tu peux le copier-coller. C'est le lien avec le créateur et le fait que du coup, vu que ça appartient au créateur, vu que c'est signé par le créateur et vu que du coup, le créateur peut le revendre et se faire de l'argent, et ben, c'est une révolution où en fait, du coup, les plateformes qui à la base dominaient comme Facebook et Instagram, qui en fait possédaient entre guillemets tous les contenus et les revendaient aux pubs, là, c'est l'inverse. C'est les créateurs qui sont au-dessus des plateformes. C'est les créateurs qui possèdent leur contenu et c'est les créateurs qui vont pouvoir faire de l'argent dessus en les revendant soit aux spéculateurs, soit aux collectionneurs qui aiment l'art, soit aux fans qui en fait sont des fans du créateur, soit aux publicitaires qui eux aussi se disent bah en fait moi aussi je veux des NFT pour faire de la pub pour ma boîte parce qu'il y aura marqué que c'est moi qui le possède devant tout le monde. Et donc c'est ça la révolution des Je n'avais pas NFT. pensé au dernier cas que tu viens de me donner, là, j'ai jamais pensé. En fait, le dernier cas que je viens de donner, c'est super contrariant. C'est vraiment tout le monde n'est pas d'accord avec moi avec ce truc-là. Et c'est pour ça que j'ai levé de l'argent pour ma boîte. C'est parce que c'est ça la thèse de ma boîte, en fait. C'est que c'est le futur de la publicité, les NFT, et que j'ai l'impression que personne ne voit ce futur-là. Et, et les gens disent… C'était une slide dans ton deck, ça? J'ai pas fait de deck, j'ai fait un mémo. Dans la Silicon Valley, on fait plus de deck, en fait. On fait des mémos. C'est Parce qu'en has-been fait, les decks. C'est has-been les decks. petite parenthèse, en fait, dans la Silicon Valley, c'est has-been les decks parce que un investisseur, quand il voit un deck, il fait faire un mémo, en fait, pour les investisseurs. Et du coup, on s'est dit… mais Autant faire le mémo, quoi. autant faire le mémo direct parce que ça va juste éviter, ça va juste rendre le signal beaucoup plus fiable. Tu vois. Visible, ouais. Exact. Donc, du coup, dans la Silicon Valley, plus personne ne fait de deck, en fait. Tout le monde fait des mémos. Shamat, il partage ses mémos sur Twitter une fois tous les mois, là. Voilà. C'est une page, un one-pager, et il prend une décision à 200 millions. Et c'est hyper drôle parce que c'est hyper drôle à quel point dans la Silicon Valley, tout le monde est connecté à tout le monde parce que vraiment, c'est arrivé super vite. Le switch de deck à mémo, vraiment, c'est incroyable. Bref. Et donc, c'était pas une side c'était une side dans mon deck, en fait. C'est de me dire que, en fait, les plateformes aujourd'hui de NFT, donc par exemple, Nyan4, c'est sur Foundation. Il y a aussi Zora, il y a SuperRare, il y a OpenSea, il y a Rarible. Et en fait, moi, ce que je disais pour ma plateforme qui est Showtime, c'est qu'en fait, il y a deux types de plateformes aujourd'hui dans la crypto et pour acheter des NFT. Il y en a une, c'est Rarible, OpenSea. C'est en gros, on va tout lister. On va tout lister et c'est grosso modo le bazar. Et c'est top parce que du coup, tu peux un peu tout voir, etc. Tu peux vraiment explorer ce monde-là. Et c'est une marketplace. C'est très, très transactionnel. Et ça ressemble un peu à eBay et tu peux un peu tout trouver, etc. Mais ce n'est pas vraiment joli pour l'utilisateur. Il n'y a pas de curation, en fait. On ne peut pas vraiment trier tout ça. Ensuite, il y a les deuxièmes types de plateformes comme Foundation, Zora, SuperRare, où en fait, c'est joli. C'est très joli même. Ils ont des super interfaces. Mais le problème, c'est qu'ils sont très, très sélectifs. Parce que pour faire justement de la curation, pour trier ça, ils vont trier les artistes. Donc, ils vont les trier par différents aspects. Donc, par exemple, Nifty Gateway, ils vont voir est-ce que tu es connu ou pas. Si tu es connu, tu as beaucoup plus de chances de rentrer sur Nifty Gateway. Après, ils vont aussi dire, par exemple, comme SuperRare, est-ce que tu es un bon artiste. Sur SuperRare, si tu n'es pas connu et que ton art est magnifique, ils vont te faire rentrer. Ou sinon, il y a Zora. Et Zora, c'est un peu juste hipster. En gros, est-ce que si tu es bien connecté aux gens de Zora, etc., tu peux rentrer et tu es un peu un cool kid. Donc ça, c'est un peu la vision un peu Clubhouse, où en gros, c'est très fermé, c'est un cercle d'amis et tout. Mais en gros, ces trucs-là sont fermés. Et toutes ces plateformes-là, c'est des marketplaces, en fait. C'est très transactionnel. Et moi, je me dis, mais en fait, 90% des gens dans le monde vont jamais acheter de NFT, en fait. C'est comme les gens qui tweetent sur Twitter. 90% des gens ne tweetent pas sur Twitter. Et donc, pourquoi mettre en avant le transactionnel autant que ça? Les fans, les collectionneurs, toutes ces personnes-là, elles sont top, tu vois, mais c'est des gens un petit peu
qui se démarquent. C'est un peu les créateurs, ceux qui vont acheter les collectionneurs et tout. C'est vraiment des gens qui se démarquent. Ouais, c'est comme sur Internet, il y a 1% de créateurs et 99% de consommateurs, quoi. Ouais, et 10% d'influenceurs ou marketeurs ou managers, enfin de gens qui sont un peu au milieu, qui sont pas mal. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une power law, en fait. Et donc, euh, en me disant ça, je me dis, mais en fait, il faut faire un réseau social où, en fait, ouais, tu peux trouver dans l'interface comment les acheter. Mais le but, c'est de rendre ça comme Instagram, en fait. C'est pas, les gens, ils scrollent tous les jours sur les réseaux sociaux, ils vont pas acheter du contenu, en fait. Mais peut-être qu'un fan, peut-être qu'un collectionneur, peut-être qu'un machin va en acheter de temps en temps. Et du coup, ça serait bien de répliquer un peu les débuts de Instagram ou Pinterest. Et voilà. Et donc, c'est ça Showtime, en fait. C'est l'endroit pour, au lieu de acheter et vendre, on va découvrir et en fait, show off, c'est NFT et showcase, c'est NFT. Il n'y a pas de mot français, je ne sais pas. Et donc, c'est ça le but de Showtime, en fait. C'est vraiment une plateforme qui n'est pas transactionnelle, mais c'est plutôt un réseau social pour les NFT. Et on commence par l'art digital parce que ça explose, évidemment, mais ce n'est pas l'art digital la fin en soi. La fin en soi, c'est tous les contenus sur Internet. Mais évidemment, il y a plein d'étapes entre les deux. Et donc, je pense qu'on va passer. L'étape suivante, ça va être juste les contenus visuels. Donc, ça va être des mèmes, ça va être des images de célébrités, un peu comme Instagram. Donc, je dirais que Showtime à court terme, c'est un espèce d'Instagram pour les NFT où en fait, c'est juste pour savoir quels sont les NFT les plus populaires. Et au final, c'est quoi un réseau social? En fait, c'est de la curation qui scale, en fait. Et c'est ça qui manque aux NFT. C'est soit tu fais de la curation, mais c'est hyper privé, soit tu n'en fais pas et c'est un petit peu désordonné. Et Showtime, en fait, un réseau social, c'est de la curation à scale. Et c'est ça la révolution que je suis passionné. Ok. Et Génial. qui fait ça? Donc, il y a toi. Est-ce que tu es solo founder? Est-ce que dans la cap table, pour le coup, il y a que toi en tant que fondateur et les autres, ses employés? Donc, tu as mis une pool pour les employés. Comment tu as réfléchi ça pour la distribution de tes employés? Sachant que dans ta tête, tu es quand même sur un modèle crypto, tu es sur un modèle, comme tu l'as dit, à somme positive. Comment tu as pensé ça? Et ton équipe, elle est composée de qui? Alors, pour l'instant, on est 3. On est moi, mon cofondateur, euh, mais il est cofondateur. Donc, j'ai un cofondateur. Et ensuite, on a un employé part-time qui vient de signer aujourd'hui. Et on embauche quelqu'un à plein temps. Et on est en train de chercher. Donc, si jamais vous voulez être dans la crypto full-time et si vous avez de l'expérience à faire des applications sociales et que vous êtes fort en front-end, appliquez à Showtime. Euh, et donc voilà, donc on est 3 et si j'ai un cofondateur et on a pas mal d'equity en réserve pour les employés. Euh, on en a même suffisamment pour que si quelqu'un d'exceptionnel nous rejoint, on pourrait peut-être avoir un troisième cofondateur euh, parce que j'ai pas envie de sweat de small details. J'ai pas envie d'être hyper arrogant sur mon equity, etc. Et j'en ai déjà beaucoup. Et donc, je pense que ouais, je peux faire de la place pour d'autres personnes. Et le but, c'est de grandir l'équipe. Mais je ne pense pas que Showtime, ce sera une énorme équipe. Compound, ça vaut 10 milliards. Ce Graph, ça vaut 10 milliards. Uniswap, ça vaut 10 milliards. Et c'est des petites équipes. Ils sont 10, 15. Et je pense pas que Showtime sera plus que 15 personnes. Ok. Et qui fait quoi? Donc, il y a toi qui pense le produit. Est-ce que ton cofondateur, il fait quoi? Il le design, il le concrétise? Euh, Comment ça se passe? Moi, je pense le produit, c'est moi qui ai entre guillemets l'expertise crypto, le marketing, j'ai fait le fundraising, c'est moi qui fais le hiring, donc beaucoup de choses non techniques. Et lui, c'est vraiment la personne technique. C'est lui qui a fait toute la démo qui est disponible à alpha.tryshowtime.com. Euh, et voilà, donc lui, c'est vraiment la partie technique. Évidemment, il a un avis sur le produit, sur la roadmap. Et il n'est pas dans la crypto à la base. Parce que je me suis toujours dit, je ne vais pas me restreindre au talent crypto. Des gens exceptionnels, il y en a partout. Et je connais la crypto. Si ça les intéresse et qu'ils sont passionnés d'apprendre, c'est leurs skills dont j'ai besoin parce que moi, je peux leur expliquer en fait la crypto. Et aujourd'hui, dans Showtime, il n'y a pas de code crypto direct. En fait, on va lister les NFT, mais on va juste les lister. Et les lister, ça ne demande pas de compétences crypto. C'est juste GraphQL ou d'autres technologies qui sont déjà par les devs Internet connus. Donc voilà. Et donc, vous ne faites pas d'issue en dessous de NFT. On va en faire bientôt. En fait, la issuance des NFT, je pense que vous le savez,
Ça coûte très cher aujourd'hui. Ça coûte parfois $100 de créer un NFT. Et donc, nous, pour faire le Instagram des NFT, on s'est dit que si ça coûtait $100 pour faire une photo Instagram, personne ne le ferait. Et donc, là, on est en train de bosser là-dessus, mais il faut que ce soit gratuit, en fait, sur Showtime. Je peux pas. Zora l'ont fait, où en gros, ça coûte $100, mais nous, ça ne sera jamais le cas. Nous, si on fait upload un NFT, pour nous, ça devrait être gratuit pour l'utilisateur. Sinon, ça. Et t'as pas des produits cross-chain? Je crois que Ghost, par exemple, te permet de créer un NFT pour pas grand-chose et en fait, après, tu peux le transférer sur Ethereum. Il y a des choses faisables. Il n'y a pas une alternative technique? Ouais, il y a plein d'alternatives techniques. Et justement, c'est ce qu'on est en train d'explorer. Par exemple, il y a le lazy minting, qui est une technique assez innovante. C'est comme tout le monde sait que il y a pas de compromis à faire, que sur Ethereum, ça coûte une fortune de créer un NFT. En fait, le créateur va juste le mettre pour de faux sur la blockchain. Il va juste le montrer sur les plateformes. Et en fait, c'est l'acheteur qui va en fait avoir les coûts de transaction. Et donc ça, c'est malin parce que du coup, le créateur, il liste gratuitement. Et l'acheteur qui, dans tous les cas, a de l'argent dans la crypto, il va payer ça. Et du coup, c'est Pas un bête, moyen, ça. c'est un moyen assez innovant de faire ça. Ça fait 1 mois que c'est sorti. Et donc, c'est assez cool. Ensuite, il y a toute la technologie de scalabilité de Ethereum. Donc, il y a les Layer 2 avec Optimistic Rollup, ZK Rollup, Plasma, etc., qui sont en fait des copier-coller de Ethereum où en fait il n'y a pas de validation tant que quelqu'un ne triche pas. Et du coup, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Puisque du coup, c'est un peu comme AWS, vu qu'il n'y a pas tout le consensus blockchain qui ralentit. Du coup, ça va super vite et c'est beaucoup moins cher. Et donc, il y a ça. Et ensuite, après, il y a carrément, comme tu dis, il y a d'autres blockchains, comme par exemple Flow. Mais sauf que le problème des autres blockchains, évidemment, c'est qu'elles ne sont pas réellement décentralisées comme Ethereum. Et du coup, oui, c'est sûr que c'est facile d'être rapide et c'est facile d'être pas cher quand en fait, c'est centralisé. Donc, voilà, par exemple, Flow. Flow, je ne considère pas que c'est une blockchain qui soit très décentralisée, mais du coup, ça va très vite. Et du coup, Flow, ils connaissent leur force. La force de Flow, c'est que tu ne pourras pas avoir la communauté de développeurs parce que les développeurs, ils sont fidèles à Ethereum. Ils savent que Ethereum, c'est réellement décentralisé et que c'est la réelle vision de la blockchain. Mais par contre, si tu embauches des gens intelligents et très forts en code, tu peux faire des B2B partnerships avec Justin Bieber, Cardi B, la NBA. Et en fait, ces partenariats B2B, ça fait que tu peux la mettre sur Flow parce qu'il n'y a pas besoin de confiance avec ces partenaires-là. Les gens savent qu'ils ne vont pas tricher, etc. Et du coup, c'est ce que fait Flow, en fait. Donc, ils sont plus centralisés que Ethereum. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont quand même des gens connus. Donc, c'est un autre modèle possible. Et voilà, c'est un peu ça l'écosystème des NFT, grosso modo. Est-ce que toi, tu achètes des NFT? Moi, j'achète des NFT, ouais. Mais je ne suis pas un énorme fan de NFT perso, mais là, je commence à m'y intéresser beaucoup plus. Et je commence à remplir un peu la collection. Ouais. En fait, là, on va faire un drop avec un artiste connu dans quelques jours. Et je pense que je vais en acheter un juste parce que, au moins, du coup, je dis à l'artiste, tu sais, au moins, tu auras ça de moi, tu vois, tu es sûr de vendre un truc. Et J'ai vu que tu as acheté ceux de Logan Paul, c'est ça? ouais, j'ai acheté des NFT de Logan Paul. En fait, du coup, quand même, j'adore les NFT quand même et c'est la crypto, donc c'est mon univers. J'ai acheté des Hashmasks aussi qui comme tu l'avais dit, en fait, il y a les collectibles, donc les trucs à collectionner, et il y a aussi l'art. Et en fait, Hashmask, c'est un mélange des deux. Donc, j'ai acheté ça et j'ai aussi acheté Logan Paul. Et Logan Paul, un peu comme tu as dit, c'est un peu comme des cartes Pokémon, en fait. Ouais, ouais. Et j'ai pas compris, il veut en sortir plusieurs ou pas? En J'ai pas fait, trop compris. Logan Paul, il en a sorti 3000. Et en fait, c'est malin ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, c'est un NFT qui va permettre de te faire rentrer dans un tirage au sort. Ouais, pour venir ouvrir une box sur Ouais, place. c'est ça, exactement. Et du coup, c'est vachement malin parce que, en fait, il va se faire énormément d'argent parce que c'est 3000 Ethers qu'il est en train de se faire. Donc, c'est un truc genre, je sais pas, 600 000 ou 6 millions de dollars, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme. Il est très fort en marketing, Logan Paul, depuis toujours. Donc, c'est top ce qu'il a fait, quoi. Et tu vois, j'ai aucune capacité à pouvoir estimer là si j'achète une carte Logan Paul. Parce que là, en fait, ce matin, là, je voulais en acheter une. En fait, je t'avais dit sur Twitter qu'il en restait plus, mais en vrai, il en reste la blinde. D'ailleurs, ça, c'est un signe aussi, tu vois, il en reste beaucoup. C'est bizarre, c'est Logan Paul. Tu vois, je me dis, pourquoi ça s'est pas sold out en 1 heure? Je trouve ça Ouais. bizarre. Et du coup, j'arrive vraiment pas du tout
à faire une estimation de comment, comment le prix peut évoluer. Quoi, c'est parce que c'est Logan Paul dans une semaine, quand tout sera vidé, ça fera fois 2. J'en sais rien, tu vois. En fait, j'arrive pas à avoir de vision claire, tu vois, dans des projets DeFi, en fonction des annonces, en fonction de la team, en fonction de l'avancement du produit, en fonction des sorties sur les sur les produits de listing. Tu peux faire des petites estimations et savoir si ça va pumper ou pas. Là, j'arrive pas, en fait. Et est-ce que toi, tu auras un conseil à me donner sur, en fait, les critères à regarder, c'est 1, 2, 3, et garde cela en critères principaux? D'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est hyper dur de savoir la valeur. Pour Logan Paul, c'est vrai que, en fait, quand tu dis ça, ça me fait vraiment brûler de passion euh, pour ma plateforme Showtime, parce qu'en fait, c'est fou. Évidemment qu'il peut les sold out, mais en fait, ce que lui, il a dû se rendre compte là aujourd'hui, euh, et c'est vraiment tout nouveau ce truc-là, parce que c'est vraiment en ce moment que ça se passe, c'est qu'il s'est dit, mais en fait, il a dû se dire, Logan Paul, je pense, c'est tellement compliqué la crypto que en fait, il y a eu trop de barrières à l'entrée parce que c'est avec MetaMask que tu l'achètes, ce token. Et donc, euh, et donc, en fait, je pense que là, avec son équipe, ils sont en train de se dire, mais en fait, les gars, enfin, il n'y a pas de bonne plateforme aujourd'hui, quoi. Et Logan Paul, il a testé. Et en fait, pourquoi ça ne se vend pas? Je pense qu'il y a énormément de demandes. C'est énorme. C'est juste qu'en fait, tous ces fans qui ont 12 ans, ils ne savent pas utiliser MetaMask. Et en fait, ils sont en train de se rendre compte là, en temps réel, je pense, en ce moment même, que, mais les gars, il faut trouver une meilleure plateforme. Et donc, si Showtime, ça peut être cette plateforme-là, je pense que je serai dans une très bonne position. Ensuite, euh, pour les NFT, pour les pricer, c'est hyper subjectif. Et je vais te raconter une histoire qui est drôle. C'est que moi, je connais les collectionneurs qui ont acheté Beeple pour des centaines de milliers de dollars et même des millions de dollars. Et il y en a un, c'est Illustrator, il était connu parce qu'en gros, la collection entière, elle a été revendue et il y avait des enchères, tu vois. Et en gros, lui, il la voulait absolument. Il a beaucoup d'argent. Et en gros, c'était à la base 200 000 dollars la plus haute enchère. Et en fait, il restait que 15 minutes. Et il a dit, mec, je stressais énormément et tout. Et en fait, il m'a lui-même dit, de ses propres mots, je ne savais pas quel prix mettre. Il fallait que je mette un prix haut parce que bah, j'avais peur qu'un mec au dernier moment fasse une enchère au dernier moment. Et donc, c'est Beeple. Hein. Il a quand même, Beeple, c'est un artiste incroyable. Il a 3 millions d'abonnés. Il a déjà bossé avec Justin Bieber, avec Apple, LVMH et tout. Et il a dit, je ne savais pas quel prix mettre entre 300 000 dollars et 1,5 million, parce que c'était son budget maximal, 1,5 million pour la collection de Beeple. Et il a mis 777 000 dollars juste pour rigoler. Et il a gagné. Et en fait, on en a parlé et j'ai dit, mais t'imagines comment c'est fou quand même. Ça veut dire que tu as la collection de Beeple aujourd'hui qui est l'artiste iconique qui a fait démarrer les NFT, mais tu ne pouvais pas les pricer entre 300 000 et 1,5 million. Et en fait, sa réponse, c'était, il y a beaucoup de variance cette année, maintenant. Mais Beeple, c'est un artiste iconique qui est en train de lancer une nouvelle industrie, les NFT. Si dans 10 ans, c'est une légende, ce n'est pas 700 000 ou 1,5 million qui fait la différence. C'est dans 10 ans, cette collection qu'il vient d'acheter, ça vaut 20 millions en fait, ou 30 millions, ou un truc comme ça. Et donc en fait, sur le moment, il y a énormément de variance et de subjectivité, mais c'est le futur en fait. Ça va être des trucs à collectionner, un peu comme les premiers Mac, etc. Et du coup, Logan Paul, je pense que en général, c'est un ordre de grandeur, tu vois. Donc, je pense que les cartes qui valent 1 Ether, je pense que cette année, tu pourras les revendre entre 1 et 10 Ethers, en gros, par carte. Et c'est ça le pricing que je te dirais, c'est par ordre de grandeur, en fait. Et dans le futur, bah, évidemment, ça pourra se revendre pour beaucoup plus. Et d'ailleurs, les Logan Paul cards qui vont pouvoir avoir les cartes du match, moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai envie d'aller au match Logan Paul. Mais si jamais la mienne, elle l'a, bah, évidemment, mon NFT qui l'a va valoir beaucoup plus. Grave. Moi, j'ai une question. Du coup, je suis un artiste aujourd'hui. Par exemple, j'adore faire de digital painting. Grosso modo, c'est quoi mon incentive de... Enfin, moi, je l'ai compris, tu vois, mais à chaque fois, je me pose la question et à chaque fois, il faut revenir à chaque fois au basique et j'arrête pas de lire des tweets là-dessus, des gens qui disent un jour, tu auras le light bulb, ça va être clair et tout va faire sens. J'arrive pas encore à comprendre, OK, quel est l'intérêt pour moi de faire en plus, dans le cas du digital painting, c'est peut-être un peu plus simple, tu vois, mais je suis un artiste classique. Je vais faire une œuvre digitale. Par exemple, je passe par Rari ou par OpenSea pour faire un NFT issuance. Et puis ensuite, c'est sur la blockchain. Il y a probablement des royalties qui seront automatiques, etc. Mais je sais pas, c'est pas encore très clair, tu vois. Donc, toi, aujourd'hui, si tu dois conseiller à un artiste d'ouvrir une nouvelle source de revenus, ce serait Ouais. les NFT,
c'est quoi les 2, 3, 4, 5 premières étapes que tu lui conseilles de faire? Quand j'onboard des artistes dans les NFT, souvent je dis, en fait, tu as été sous-évalué tout le temps en ligne, en fait. C'est-à-dire que les artistes, c'est quand même pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Euh, Beeple, il a quand même fait des partenariats avec Justin Bieber, LVMH, Apple. C'est quand même un poids lourd de l'art digital. Et avant les NFT, il n'était même pas millionnaire, alors que c'est un des leaders mondiaux. Et c'est fou de se dire ça, parce que les entrepreneurs qui réussissent, ils sont multimilliardaires, hein. Et c'est fou de se dire que les créateurs de base, ils se sont fait complètement euh, exploiter par les plateformes. Et donc, parfois, ils me disent, mais attends, mais c'est fou quand même l'argent que je peux me faire là en ce moment. Et j'ai dit, mais en fait, c'est ça ta valeur. C'est si tu as 1 million d'abonnés sur Instagram, tu participes aux 80 milliards annuels de Instagram. Et en fait, que ce soit des collectionneurs, des publicitaires, des fans, c'est pareil. C'est des gens qui valorisent ce que tu fais. Et donc, en fait, pour la première fois, tu peux posséder ton contenu. Et en plus de ça, avec ce que tu as dit, les royalty fees, tu peux aussi appliquer ton propre copyright, en fait, qui va te donner de l'argent partout sur Internet. Et c'est ça la révolution. euh, et c'est ça, et à chaque fois, ça clique pour eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. En fait, tu as beau être hyper connu, c'est fou, en fait, à quel point il faut être connu pour vivre de ton art, en fait. Et les YouTubeurs, par exemple, c'est un énorme exemple. Si tu as 1 million d'abonnés sur YouTube, il y a des gens à 1 million d'abonnés aujourd'hui qui disent dans leurs vidéos, bah, tu sais, moi, je fais encore ça ou ça pour m'aider, alors que c'est fou quand même. Tu as 1 million d'abonnés sur YouTube, enfin, tu devrais être bon. Enfin, et pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, les plateformes, elles sont au-dessus, en fait, des artistes. Mais là, on est en train de complètement renverser ça. Et c'est génial, c'est un win-win. Parce que, évidemment, les entrepreneurs qui font ces plateformes-là, je vais aussi devenir riche si ça marche, hein. Je ne fais pas ça de façon totalement altruiste, mais c'est juste que pour la première fois, on va enlever les fees qui sont gigantesques des plateformes, en fait. Et c'est top. Je sais pas si tu as suivi un peu Mirror.xyz. C'est vraiment pas mal. Du coup, eux, ils font du crowdfunding d'articles pour le moment. Et ils arrêtent pas de sous-entendre parce que c'est aussi un petit peu. C'est un petit peu enfin, c'est comme tu disais sur Zora, c'est un petit peu les cool boys aussi, j'ai l'impression. Mais pour le coup, ils arrêtent pas de mettre de sous-entendre que tu pourrais faire ça aussi avec une vidéo, avec un script de film, par exemple. Donc, si Ouais. toi, tu t'écris un film demain, tu peux vendre ton scénario, le faire crowdfunder d'abord pour ne pas que tu travailles dans le vide pour rien, puis ensuite tu le vends, et puis ensuite tu touches des royalties à chaque fois, par exemple, que Netflix le display, ou que le futur Netflix le display. Ça, je trouve ça très très fort, tu vois. Mais c'est quoi pour toi le point d'inflexion pour qu'il y ait enfin, en gros, le point de non-retour par rapport au système traditionnel, c'est quoi? C'est quand? C'est quelle valorisation? Quelle taille de marché? C'est quels signaux? C'est quoi le next artist qui fera le move selon toi? Enfin, tu vois, ce genre de truc. Mhm. Ouais, donc ce qu'a fait Mirror avec John Palmer, qui est un quelqu'un dans la Silicon Valley qui est un peu connu parce que il est fort en design, il est fort en code et il est assez bien connecté et tout. Et c'est qu'en fait, il a écrit une nouvelle et que les droits de la nouvelle, en fait, tu peux acheter les NFT dessus. Tu peux acheter une crypto-monnaie, pardon, qui s'appelle Essay, qui représente les royalties du NFT. Et en fait, comme de l'art, c'est accessible à tout le monde à voir, mais seules 1 ou 2 personnes ou 5 personnes, je crois, peuvent posséder le NFT. Euh, et du coup, c'est vachement utile parce qu'en gros, c'est ça le futur de Patreon, en fait. C'est pas altruiste. C'est les gens qui ont mis dans Essay, ils vont se faire de l'argent. John, il va pouvoir avoir de l'argent avant. Et donc, c'est un win-win pour tout le monde. Un peu comme le Alex Token. J'ai eu de l'argent avant. Les gens qui ont acheté des Alex aujourd'hui, ils ont gagné plus d'argent. Et donc, c'est vraiment, on est en train d'utiliser la spéculation à bon escient, en fait, euh, avec ces nouveaux marchés-là. Donc, le futur des NFT, je le vois énormément comme ce que Mirror vient de faire, en fait. Et ça va être ça dans Showtime, je pense. En fait, c'est cool Showtime aujourd'hui, mais un truc où on est vraiment excité de sortir, c'est justement permettre à tout le monde de lever des fonds contre leur future vente de NFT, en fait. Et je pense que ça va être un petit peu comme le liquidity mining ou le yield farming de la DeFi. Ça va être le point de non-retour où les gens vont se dire, ah ok, en fait, c'est pas juste comme Instagram.
En fait, là, c'est une espèce de bourse de créateurs, en fait, de marché en bourse de tous les créateurs. Et en fait, peut-être que les gens, ils ne vont pas payer euh, pour leurs artistes parce que c'est dangereux, parce que là, les artistes peuvent rater, etc. Mais peut-être que les artistes, ils peuvent donner leurs futurs revenus contre des partages, contre des likes. Et là, du coup, ils vont booster leur audience énormément. Parce que les gens vont se dire, bah, attends, si jamais il réussit, je vais gagner de l'argent. Du coup, je vais le partager. Et du coup, il y a des artistes cette année, moi je pense que c'est cette année la timeline, mais après on verra. Il y a des artistes cette année qui vont aller sur Showtime et en fait qui vont exploser en popularité tout simplement parce que ça aurait été un des premiers à faire du gros hacking. Et ensuite, niveau star et tout, bah, vu qu'on a déjà Justin Bieber et Beeple et Christie's qui est genre la plus grande boîte d'enchères au monde, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus gros que ça? Genre les NFT, on a déjà prouvé que c'était un truc énorme pour que Christie's, qui sont quand même des gens très traditionnels, où on pourrait penser, fermer d'esprit, faire des NFT, je pense que là, on est convaincu que c'est le futur, c'est sûr. Good. Bon, bah, next step pour moi, c'est d'acheter une carte Logan Paul, du coup. Là, je vais le faire. En plus, c'est Pokémon, donc c'est cool. Et si j'ai une chance d'être sélectionné, honnêtement, je pense que je vais le faire. Ah ouais, tu vas y aller. Ouais, je pense, ouais. Ok. Un Ethereum, ça va. Je crois que c'est un Ethereum la carte, ça va encore. Tu vois. Ouais, ça va. Le cas, là, ça va. Ça va. Et attends, du coup, comment tu fais toi pour repérer Enfin, tu suis des artistes à l'avance et puis un jour ils font leur token ou ils t'en parlent à l'avance? Ou bien... Mais c'est quoi ta plateforme de prédilection pour trouver des NFT que tu kiffes bien? Et voilà, ça m'intéresse de savoir. Parce que j'ai regardé du coup OpenSea, ouais, comme tu l'as dit, c'est le bazar. Rari aussi. Zora, bof. Et super rare, il n'y a que 1%. J'ai regardé tout à l'heure, la curation, elle élimine 99% des gens. Je Du coup, regarde je sais que ce sera d'office CryptoSlam. beaucoup plus cher. Je regarde cryptoslam.io qui montre un Ouais. peu ce qui s'est vendu récemment, c'est pas mal. Les NBA Top Shot, là, c'est le bordel. Il n'y a que ça qui se vend là pour le moment. Ouais. Mais ouais, je suis curieux aussi de savoir, toi, comment. Je suppose aussi que tu as des signaux à l'avance, vu que tu es dedans. Évidemment que tu dois avoir, je sais pas moi, ton pote qui va lister un truc ou ton pote qui connaît un autre mec qui va lister et dit fais gaffe, dans une heure, il y a un seul truc qui va arriver. Dis-nous. Bah déjà, j'ai envie de répondre. Showtime, Showtime. Ouais. C'est ça pour découvrir. Et justement, c'est ça le problème, c'est que c'est dur de découvrir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand je demande aux artistes ou aux collectionneurs, etc., dans mes user research, ils disent toujours la même chose. Ils disent, en fait, les artistes sont sur Instagram, mais il n'y a pas de collectionneurs. Les collectionneurs sont sur Twitter, mais du coup, il n'y a pas les artistes. Euh, et donc, du coup, soit tu es un artiste un peu intelligent et tu vas sur Twitter, parce que tu es fort en marketing et tout, et tu sais que c'est là où sont les gens qui vont acheter, collectionner, etc. Soit en fait tu vas sur les plateformes de discovery, mais aujourd'hui c'est pas top. Zora, ouais, il y a pas en fait c'est juste pas ce qu'ils font en fait. Super Air, c'est pas leur but d'être la discovery. Le but de Super Air, c'est une plateforme par des artistes pour des artistes. Et ils sont très très forts. Et voilà, shout out à mon pote Louis parce que une des personnes qui a créé Super Air est français. Enfin, pas un des fondateurs, mais un des employés phares. Et bref, et donc Super Air, c'est top. Et bref, donc voilà, mais en fait, c'est juste que Super Air, c'est une plateforme pour créer des NFT et ils vont faire une liste assez curated de NFT d'art. Et du coup, c'est pour le portfolio des artistes. Enfin, tu vois, c'est pour un peu d'autres raisons que je ne pense pas que Discovery soit leur premier truc. Et c'est pour ça que ce que j'ai envie de faire avec Showtime, c'est on va prendre tous les NFT, on va prendre toutes les plateformes. On a Zora, Super Air, Nifty Gateway, on les a tous et tous dans un endroit. Et avec des likes, des commentaires et plus de données sociales, on va pouvoir permettre aux gens de discover des trucs intéressants. Et on a plein d'idées. Et voilà, donc je dirais, pour moi, c'est Showtime la solution. Et parce que justement, j'ai le même problème que vous. J'ai une autre question. Vas-y. Désolé. Vas-y. Du coup, moi, du coup, j'explore. Enfin, j'ai un peu exploré ça de mon côté aussi. Et je me demande un peu si tu vois quel type de personnes tu vois venir lister des NFT. Est-ce que c'est des artistes alone? Ou bien alors est-ce que c'est des partnerships entre un gars un peu plus bizdev et l'artiste? Ou bien alors justement, est-ce que le NFT permet de faire une croix sur le bizdev jusqu'à la fin de sa vie, tu vois? Jusqu'à la fin de la vie de l'artiste? Parce que du coup, je me suis dit, mais trop bien, moi j'adore ça. Je vois qu'il y a des trucs qui se vendent. Par exemple, je sais pas si tu vois qui c'est, Pac sur Twitter. Ouais. Qui a le bot Archilect. Donc le gars, il a déjà une distribution de malade de base. Le type, il fait ses NFT tout seul. Il est liste là. Le dernier que j'ai vu, il était listé à 1,5 million de dollars. Ça fonctionne sur rien pour lui, mais est-ce que tu penses qu'il y a aussi une troisième voie
pour les, pour les, pour des espèces de partnership un peu entre un type comme moi, par exemple, et un vrai artiste? Ou est-ce Ouais. que le type comme moi ne sert strictement à rien dans l'histoire? Ce que j'aurais tendance à penser, vu la grandeur du truc. C'est une très bonne question. Non, je pense que là, il y a des métiers du futur qui sont en train de se créer et j'ai des potes, ils deviennent, là en ce moment, Cooper Turley, qui est un de mes bons potes et qui est quelqu'un, je pense, à suivre dans la DeFi, tout simplement, il est devenu un peu manager d'artistes crypto, en gros, et il les aide à rentrer dans les NFT, etc. Et il se prend un petit peu de pourcentage à chaque vente. Et beaucoup d'artistes, c'est le cas pour moi aujourd'hui, c'est leur manager qui vient me parler. Et en fait, il m'intro à 10 artistes connus. Et du coup, on va les mettre dans Showtime, je vais les onboarder, etc. Et au final, ils se font de l'argent. Mais c'est vrai que, en fait, ça dépend de toi en tant qu'artiste, à quel point tu connais la crypto. Donc, par exemple, Justin Blau, le DJ, et RIC, qui sont deux DJ très connus, qui sont hyper intelligents, qui sont dans la musique électronique, qui font beaucoup de festivals un peu connus. Eux, c'est un peu des geeks, en fait. Et c'est souvent le cas pour les musiciens électroniques, c'est que c'est des gens qui bossent sur leur ordi tous les jours. Et donc, ils adorent Ethereum. Et donc, eux, ils sont complètement indépendants et c'est vraiment une de leurs valeurs qui leur tient le plus à cœur, quoi. C'est d'être indépendant. Et eux, il y a zéro business dev parce qu'ils savent très bien comment ça marche, ils savent très bien vendre leur NFT, etc. Et donc, c'est eux leur propre boss. Mais si en tant qu'artiste, tu n'es pas un mec qui veut s'intéresser à la partie business, tu peux avoir un manager qui, du coup, va aider à faire ça. Moi, j'ai vu les deux. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a les jobs du futur. Cooper Turley, c'est vraiment un de mes meilleurs amis. Il vient de Metacartel comme moi, etc. Et, et c'est fou parce qu'il est en train de créer des jobs du futur. Le mec, à la base, c'est un mec dans la crypto. Il est venu me voir à Metacartel parce qu'il voulait rentrer dedans et tout. Et à la base, c'est un manager d'artiste, en fait, Cooper. Et, et Cooper, désormais, c'est un espèce de mélange entre un manager d'artiste et aussi qui fait des NFT, qui bosse pour Audius, la plateforme de crypto, un peu comme SoundCloud, où il y a déjà 2 millions de gens. Et c'est fascinant. Donc non, moi je pense que BizDev pour NFT, c'est un métier du futur qui est top. Et moi, j'ai deux Super. dernières questions pour moi. C'est qu'est-ce que, si aujourd'hui je veux, tu vois, je suis un jeune 21 ans, 22, 23, 24, je me dis c'est bon, je suis convaincu par Alex, je veux me lancer dans la crypto et plus spécifiquement dans les NFT et je veux entreprendre là-dedans. J'ai pas de compétences techniques. C'est quoi la première step à absolument faire? Et deuxième chose, c'est est-ce que tu as des, donc toi, là, tu es en train de bosser sur, une idée de business sur laquelle tu avais une primitive. Est-ce que tu as remarqué d'autres primitives ou d'autres idées de business que tu aurais pu faire si tu ne faisais pas Showtime? Et D'accord. avec une espèce d'analyse, tiens, je veux le futur, je le vois comme ça. Si je pouvais faire autre chose que Showtime, je ferais ça, tu vois? Ok. Ouais, hyper bonne question. Donc, pour la première question, en fait, je pense que pour être entrepreneur ou pour vouloir créer des projets et se lancer dans la crypto, etc., en fait, il y a trois qualités et il en faut juste 2 sur 3. C'est expertise, réseau ou skills. Et donc, tu peux en avoir 2 sur 3. Et donc, moi, je n'ai pas skills, mais j'ai expertise et réseau, en fait. Et donc, du coup, ça suffit. Donc, si tu n'es pas technique, rencontre des gens, réseau, et deviens un expert dans la crypto. Et je ne sais pas, lis Bankless, par exemple, ou lis ETH Hub, ou lis Week in Ethereum, et vraiment renseigne-toi et deviens un expert dans la crypto. Et ensuite, tu rencontres des gens les plus incroyables que tu peux, et les plus ambitieux, les plus motivés, les plus comme toi. Et voilà, donc c'est ça ma première réponse. Et la deuxième réponse, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de use cases consumer dans la crypto, en fait. La crypto, c'est de la DeFi. La DeFi, c'est très compliqué à comprendre. Et au lieu de faire un réseau social dans Showtime, j'aurais peut-être pu faire, je ne sais pas, tu prends par exemple Compound, où tu peux lend des USDC, ou AAV, où tu peux lend des USDC. Tu demandes à des whales qui ont des millions, en fait, de générer beaucoup d'argent à emprunter. Et tu peux faire une interface, un site web un peu basique que tu fais sur WordPress. Et tu dis que c'est un savings account, un compte d'épargne, en fait, qui est à 6%, 7%. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans Ethereum. Il y a énormément d'innovations. Et en se renseignant sur Ethereum et en créant un projet grand public, je pense qu'il y a énormément de valeur. Et c'est vraiment des énormes marchés qui commencent. Et moi, j'en ai pris un d'entre eux parce que c'est, je pense, le plus aligné avec ce
ce que j'ai fait avant, mais j'ai 1 milliard d'idées. Par exemple, je ne sais pas, les gens qui se sont déjà envoyés des transactions entre eux sur Ethereum, si on pouvait créer un groupe chat entre eux, par exemple, eh ben, tu pourrais créer le Reddit du futur, où en gros, c'est un Reddit où on peut payer les gens directement, où en fait, tu peux déjà créer des communautés qui existent parce que tu peux voir un peu, OK, lui, il a payé lui, qui a payé lui, qui a payé lui. Du coup, ça serait cool que s'ils connectent leur wallet, ils soient tous dans un même groupe chat, en fait. Donc, lire la blockchain, analyser les données de la blockchain et essayer de voir ce qu'on peut faire avec, ça peut donner des produits hyper innovants. Et donc, je n'ai pas envie d'être trop précis parce que c'est à la créativité des gens de deviner le futur. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour les consumers. Et la crypto, c'est un problème technique qui est 95% résolu. C'est-à-dire que cette année ou l'an prochain, on va avoir du minting gratuit, on va avoir Ethereum 2, ça va être plus rapide, ça va être moins cher, ça va être plus facile à utiliser et ça va pouvoir scale à des milliards de personnes la blockchain. Et donc, du coup, c'est le moment de l'adoption et c'est le moment où si tu penses qu'il y a une étude de cas ou un sujet dans la crypto ou si on l'extrapole et qu'on le fait pour le grand public, ça peut marcher, je pense que c'est une idée de startup géniale. Cool. Audace. Écoute, je suis fasciné par Alex. Je crois énormément en Showtime, je crois énormément à Alex surtout. Et honnêtement, si je peux avoir l'honneur d'investir dans ta boîte prochainement, n'hésite pas, le mec qui insiste, tu vois, le grand relou. Et si tu es à Paris, pour moi, c'est un plaisir qu'on se capte. Moi, ici, je suis en Belgique, mais je viens la semaine prochaine, je reviens chez moi à Paris la On semaine se prochaine. voit. Ok. On peut se voir. Et toi, tu rentres à San Francisco quand? En fait, je sais pas. Là, avec mon avocat, c'est très spécial comme cas parce qu'en gros, on a. En fait, enfin, je pense que c'est illégal de dire ce que je vais dire, donc je peux pas le dire, mais en gros, mon but, c'est de récupérer mon visa le plus rapidement possible, si jamais je l'ai. Et du coup, on va scanner toute l'Union européenne pour voir quelle est l'ambassade qui va permettre de prendre mon visa le plus tôt possible. Parce que j'adore Paris, j'adore revoir ma famille et mes amis. Mais ma startup, c'est vraiment mon truc numéro un et j'ai une chance énorme et une opportunité énorme de réussir avec Showtime. Et du coup, il faut que je reparte le plus vite possible. Et, euh, et donc voilà. Donc je dirais peut-être 2 semaines, 3 semaines encore à Paris, mais le moins possible serait mieux pour moi parce que là, je dois beaucoup travailler. Et du coup, mais la Silicon Valley, etc., tu as l'air de faire. Enfin, personnellement, je peux comprendre. Juste, tu peux juste donner la raison qui t'a. Enfin, non, en fait, c'est une question redondante, parce que tu y vas pour l'écosystème, mais est-ce que l'écosystème est toujours aussi fou en Silicon Valley suite au Covid, suite à la grosse fuite à Miami, enfin à Miami en Floride? Ouais, c'est à Miami, Oh là à là, mais Austin. ça, tout le monde n'arrête pas de rigoler de Miami à Austin. C'est vraiment à San Francisco la discussion de tout le monde. Alors en fait, San Francisco, comme Oussama a dit, je crois, c'est pendant les périodes de chaos que tous les entrepreneurs reviennent et tout. En fait, San Francisco, c'est absolument exceptionnel en ce moment. C'est-à-dire que tous les employés des GAFA sont partis parce que les GAFA, politiquement, ils ne peuvent pas accepter le remote. Les loyers sont beaucoup, beaucoup plus bas. Et donc là, le nombre de gens qui ont entre 20 et 25 ans qui arrivent est exceptionnel. Je suis dans une coloc là où je pense réellement que je vais avoir des milliardaires là dans mes colocs et c'est des gens qui m'inspirent. Ils ont mon âge. On a tous envie de réussir. On a tous envie de hyper bosser. Et en fait, ceux qui partent à Miami et à Austin, c'est ceux qui ont, entre guillemets, fait leur carrière. Les Ils retraités, quoi. ont tous 30 ans et plus. Ils ont tous Ok. 35 ans et plus, 40 ans et plus. Et donc, c'est top. Je suis sûr que Miami et Austin, ils sont en train de progresser et que le maire de Miami est un expert en tech Twitter et il est hyper malin et je l'adore. Mais San Francisco, pour moi, ça reste la meilleure ville pour démarrer une startup. Et oui, il y a quand même AAV qui m'a beaucoup surpris. Et à chaque fois, je parle à Stani et à Marc et à Jordan et aux gens de AAV parce qu'on a un peu ce petit débat Silicon Valley et tout. Et eux, c'est vrai que ils ont quand même raison parce que bon, ils ont un succès phénoménal à Londres. Mais je pense que San Francisco, c'est incroyable. Et au final, on parle de la crypto, on parle de Maker, de Compound, de Uniswap. Toutes ces boîtes-là, elles ont un office à San Francisco. Donc, c'est dur de dire que à San Francisco, c'est fini. Euh, et non, pas du tout. On peut réussir de partout dans le monde, je pense. Mais bon, pour mettre toutes les cartes de son côté,
je pense que San Francisco, c'est incroyable. Et c'est lever des fonds, c'était beaucoup, beaucoup plus simple à San Francisco que même en remote, hein, même juste avoir des amis qui l'ont déjà fait, être avec des gens qui font des projets incroyables, qui ont beaucoup mieux réussi que moi, qui sont beaucoup plus avancés que moi, c'est vraiment quelque chose qu'il n'y a pas en France, en fait. En France, il n'y a personne dans la crypto. En fait, comme moi, on est hyper, hyper peu. J'ai pas de modèle en France dans la crypto. Je suis un des leaders en France dans la crypto de facto parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore. Et donc c'est pas le cas dans la Silicon Valley. J'ai beaucoup, beaucoup à apprendre là-bas. Et donc, c'est l'environnement le plus stimulant, je pense, du monde occidental, je dirais, parce que je ne parle pas aucune langue asiatique. Mais donc, dans le monde occidental, je pense que c'est vraiment évident pour moi. Voilà. Faire Decision, tu as voulu t'entourer de gens plus smart que toi, et donc tu es parti là où il y a les stars, quoi. C'est très bon Ouais. réflexe, très bon Enfin, réflexe. dans ma maison, on est tous un peu des mini-stars de Twitter, entre guillemets, dans la crypto, pas dans la crypto, dans la tech en général, et on s'entraide énormément, et tout le monde met un peu d'argent dans les boîtes de tout le monde et tout, et ouais, c'est super cool comme ambiance, et on est tous pareils, et je me suis vraiment pas senti moi-même toute ma vie, et j'en parlais d'ailleurs à Dimitri Valin hier de The Family. Moi, je me sens pas très bien en France. Il y a personne qui pense comme moi. On m'a beaucoup dit que j'étais un peu naïf, que j'étais un bisounours et tout. Et donc, et c'est pas grave. C'est les Français. En général, ils n'ont pas ce mindset-là de vouloir changer le monde, améliorer la société, etc. Et, euh, et en fait, plus le temps passe et moins j'ai l'air naïf et plus ça marche. Donc voilà. Mais j'espère que la France, ça va progresser et qu'il y aura plus de startups et tout. Mais pour l'instant, vraiment, enfin moi, j'adore et ça me manque tellement San Francisco. J'ai tellement envie de rentrer. Et voilà. C'est hyper impressionnant de voir à quel point ton mindset, on sent qu'il est pur euh, et, et en fait, l'effet, il est décuplé en fait pour les auditeurs. Enfin, je ne sais pas si je suis clair ou pas en disant ça, mais moi, j'ai écouté beaucoup d'entrepreneurs français. C'est à peu près à chaque fois des profils qui sont, disons, pas fongibles, mais comparables. Ouais, genre Euh, HEC et, Paris, Polytechnique. exact. Ouais, Et c'est des gens qui sont tellement. brillants dans leur petite catégorie, tu vois. Ouais. Mais ça me manque en fait des gens comme toi en France, sans vouloir tomber dans le. Super. Et en plus, franchement, en plus, on en a parlé parce que j'ai rencontré Xavier Niel. Et en fait, quand tu regardes, je ne dis pas du tout que je suis dans cette case-là, hein, mais quand tu regardes les gens qui ont exceptionnellement réussi, ils ont deux traits, en fait. C'est ils viennent d'un background souvent aisé. Parce qu'il faut le dire, moi, je viens de Boulogne-Billancourt. Bon, ce n'est pas non plus le 7e arrondissement de Paris, mais c'est plutôt privilégié. Je n'ai jamais eu de problème financier. Je pouvais toujours revenir chez mes parents. Et donc, un environnement plus ou moins privilégié de un, et de deux, des parents permissifs, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que les gens qui sont à HEC Paris ou Polytechnique, ils sont dans un moule où, en fait, ils n'arrivent pas. Tu peux faire une startup, tu peux réussir et tout, machin, mais en fait, c'est pas aussi explosif. Ça donne pas des gens. En fait, il faut des gens bizarres pour réussir, en fait. Et il y a que, c'est ce que Steve Jobs a dit, c'est il y a vraiment que les gens qui sont assez fous pour changer le monde qui vont le faire. Et quand tu es à HEC Paris ou Polytechnique, je pense que ça industrialise un peu ce que tu peux faire. Et du coup, moi, je ne pouvais pas rentrer à HEC Paris de toute façon ou à Polytechnique, c'était pas possible. Je me suis fait virer de mon lycée, j'étais vraiment hyper nul en classe et tout. Mais et je pense que Xavier a dit pareil. Et même Mark Zuckerberg, ses parents, ils sont dentistes, un peu comme mon père qui est chirurgien. On n'a pas des parents, on a des parents qui sont aisés, mais qui ne sont pas traditionnels, qui ne vont pas forcer un parcours. Et je crois que c'est la meilleure recette pour laisser ses enfants s'exprimer et réussir. Donc voilà. Ouais, bah écoute, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Jedi. Ouais, je suis un grand fan, je suis un grand fan. C'est hyper gentil, trop gentil. C'est un grand fan. Non, mais c'est intéressant, surtout la dernière partie sur les écosystèmes et les écoles. Je pense que, et, que ces écoles et ces écosystèmes, en fait, ils t'enlèvent une part de naïveté et de rêve. Et la naïveté et le rêve, ça va ensemble. Pour moi, c'est la même chose. Mais Et en fait, enfin, il en faut un pour l'autre. Et en fait, c'est la naïveté et le rêve
avec beaucoup de chance et beaucoup d'énergie qui te permettent de faire de grandes choses. Ouais, Et mais en fait, ouais. Non, mais enfin, juste j'ai envie de dire un truc. En fait, enfin, c'est pas de la naïveté, en fait. C'est non, ça non, qui est. non, 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 mais non, 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 C'est pas de de la la naïveté. candeur. Mais oui, c'est pas. Mais Mais fou. le mot naïveté de ma bouche, il n'est pas Franchement, négatif. Au contraire, il est je sais pas très si vous allez positif. sortir ça. Je sais pas si vous allez sortir ça, mais j'ai perdu tous mes potes de lycée, en fait, parce qu'ils ont tous été très, très méchants avec moi et ils m'ont beaucoup descendu. Et c'est peut-être pour ça que je suis à San Francisco, c'est parce que du coup, j'ai plus d'amis à Paris. Et en fait, ils ont été méchants avec moi en disant que j'étais naïf, mais au final, ça paraît intelligent sur le moment de dire et de critiquer les rêves des gens, mais au final, c'est hyper risqué en fait. Mais Parce non, que. mais il était pas négatif le mot de Oui, ma oui, bouche. bien sûr, Enfin, bien sûr, bien sûr. le mot naïveté de ma bouche n'est pas négatif, Oui, au oui. contraire. Oui, non, mais je sais, Le, je sais. mais au contraire, moi, j'adore en fait ces types de personnalités et je veux m'entourer de ces types de personnalités parce que je sais que Ouais, et c'est là que les choses vont se faire, quoi. C'est là que les grandes billions de demain vont se créer. C'est ouais, avec ces profils-là, en fait. exactement. Euh, Trop cool, trop cool, trop cool. Bon, Parce que, ouais. Enfin, c'est juste qu'en fait, ouais, et je pense que Valentin Richard a très bien compris ça et c'est quelqu'un d'incroyable. C'est mm, quand tu vois quelqu'un qui a envie de faire des choses, euh, il faut surtout l'encourager en fait et voir son potentiel plutôt que son état normal. mhm. Et en fait, c'est ça, en France, on n'est pas habitué à être visionnaire, on n'est pas habitué à voir le bien des gens. Et, mais il faut le faire parce que on a tous été pas impressionnants au début de notre vie et ensuite on progresse. Et du coup, maintenant, c'est plus simple de dire que je ne suis pas naïf, mais et j'espère que ça va continuer et que je vais être de moins en moins naïf, etc. Et aux yeux des gens, mais ouais, c'est fou, quoi. Enfin, moi, je me rappelle, mon conseil de classe, je crois que j'avais été voté le plus naïf de ma classe, par exemple, un truc comme ça. Genre Attends, vraiment, les il y a gens. un score là-dessus? Genre, Non, il y mais a des gens qui scorent. on avait fait pour rigoler genre les plus de la classe, tu vois, un peu les concours, les superlatifs. Et c'était Ok. vraiment Alexandre Aspéjean, il est complètement fou, en fait. Euh, et il raconte n'importe quoi. Et il est très naïf. Et en fait, c'est fou parce que je le savais. Et en fait, il y a une règle que j'ai dans la vie, c'est que il faut toujours écouter les conseils des gens qui ont fait ce que tu veux faire, en fait. Et comme en France, il n'y a personne, à part Xavier Niel et peut-être 4 autres personnes, qui ont fait ce que je veux faire, et ben, j'ai jamais écouté ces gens-là, en fait. Donc, euh, donc du coup, bah, je me disais, en fait, mes potes de lycée, ils disent que j'y arriverai jamais, mais Steve Jobs me dit le contraire. Et mes potes de lycée, ils sont stagiaires chez Peugeot, alors que Steve Jobs, il a créé Apple et Pixar. Et donc, du coup, je me disais, bah, forcément, je vais juste écouter le feedback des gens avec qui je veux ressembler. Et c'est juste ça, en fait. Donc, voilà. C'est Ouais. beau tout ça, c'est beau. Bon, François, tu as un truc à dire ou sinon, je trouve qu'on a. Ce serait cool. Alors, ouais, ce serait cool. Ouais, Peut-être, est-ce que tu accepterais qu'en cours 2021, on te réinvite plusieurs fois, peut-être sur des plus petits formats, mais que tu reviennes encore une fois ou deux, Ok. euh, nous reparler de. Bah, quand tu seras à SF, nous parler de ta vie à SF et de l'avancement de ta boîte. Ce serait cool que tu refasses des petites apparitions comme ça sur le podcast. Et vas-y, François, tu voulais Ok. dire un truc? ouais, moi, je me demande un peu ce que ça doit être de construire un produit en bull market. Ça doit être difficile d'isoler du bruit, en fait. Ouais. Ouais. Et justement, c'est peut-être pour ça aussi que je serais content de te réavoir un peu plus tard. Parce Ouais. que, inévitablement, un jour, il va retomber en bière, j'imagine. Et je serais curieux de voir un petit peu comment tu traverses, du coup, cette partie-là aussi. Ouais. Bah, enfin, la réponse courte, peut-être qu'on pourra élaborer dans un prochain podcast, mais c'est vrai que c'est bizarre parce que en fait, le moment où là, je lève des fonds et que du coup, bah, maintenant, je suis bloqué, j'ai ce statut de fondateur et c'est ça. En fait, je pourrais prendre ma retraite déjà parce que tous les gens qui sont dans la crypto, peu importe leur âge et tout, ça fait 2 ans que tu es dans la crypto et si tu es intelligent et que tu as bien marché, là, tu as déjà assez d'argent pour prendre des années et des années de retraite. Et bah, au final, bah, ouais, c'est sûr que ça peut être décourageant de se dire, oh là là, mais en fait, je pourrais arrêter de travailler. Mais enfin, dans la crypto, là, aujourd'hui, c'est tellement tôt que c'est des missionnaires, c'est des gens qui veulent vraiment changer les choses. Et, euh, et moi, ça ne me dérange pas trop au final. Et je me dis, bah, j'ai hyper envie d'améliorer la société et de rendre la crypto accessible à tous. Et donc, c'est dérangeant un bull market parce que sur Twitter, il va y avoir pas mal de gens qui vont parler d'autre chose. Mais, mais au final, bah, il faut rester focus sur le produit et ça va passer de toute façon, hein. Et il y a un jour où les NFT, ça sera moins hot, peut-être dans 6 mois, 7 mois, mais dans 3 ans, ça va revenir.
et ça sera la vie de tous les jours normale, en fait. Ouais. Ça sera Et, plus... et puis, vu que tu es sur un produit Discovery Consumer, tu n'es pas affecté par la variation de prix. Enfin, je Ouais, pense. Sauf s'il prend un fee. Enfin, on n'a pas parlé de son Oui, business model, tu vois, mais peut-être qu'il peut prendre un fee s'il fait des ads et que du coup, les ads, les gens sont prêts à payer ouais, c'est moins sûr. cher. Enfin, tu C'est vois. sûr, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais Mais pour le bon, de toute moment, façon, avec le c'est encore produit loin. actuel, T'es encore loin de la monétisation, ouais. j'imagine. bah, La en fait, monétisation, c'est un sujet ou pas pour toi? Ou bien alors tu t'attends vraiment le release du token pour y réfléchir? la monétisation, c'est on va jamais faire d'argent avec Showtime, on va jamais faire de fees ou peut-être des minuscules fees parce que si tu en fais, les gens ils copie-collent ton code. Et donc, comme Uniswap ou Compound, je pense que je vais faire la même façon et c'est comme ça qu'on va faire. C'est en fait la monétisation, euh, c'est en gros, on a des network effects. Ça veut dire que y a plein de gens sur Showtime, ils ont tout leur réseau, leurs abonnés, etc. Et du coup, on va lancer un token parce que du coup, on a un product market fit si jamais on en a un. Et en fait, le moment où le token va sortir, ça va être un token de gouvernance qu'on va donner aux créateurs. Ça va être un moment très beau si jamais ça arrive parce que du coup, des millions de créateurs vont devenir millionnaires. Et du coup, l'entrepreneur qui fait ça, je ne sais pas si c'est moi ou pas, il va être hyper apprécié, je pense. Alors que Mark Zuckerberg, il est détesté. Euh, et, et en fait, ce déclenchement de valeur énorme, ça va rendre toute l'équipe fondatrice milliardaire, en fait. Et donc, il n'y a pas vraiment de business model parce que le token de gouvernance, il va voter l'application, il va avoir de la valeur comme Compound et AAV et Uniswap, en fait, par la spéculation qu'ils vont trouver un business model. Uniswap, ils n'ont pas pris 1 centime de bénéfice depuis 3 ans et ça vaut 10 milliards. Pourquoi? Parce qu'en fait, Uniswap, si c'est l'infrastructure de tous les tokens du monde que tu vas échanger, c'est énorme. Et le jour où ils introduisent une minuscule fees, ils vont faire énormément d'argent. Et donc, c'est pareil pour Showtime, en fait. Showtime, on ne va pas faire d'argent pendant peut-être 5 ans, 10 ans. Mais en fait, le jour où il n'y aura plus moi qui va bosser pour Showtime, que j'aurai passé à autre chose, que j'aurai exit avec mon token, que j'aurai revendu mes tokens, là, à ce moment-là, il va falloir introduire une small fees pour justement payer les développeurs open source pour maintenir le protocole Showtime. Mais je n'ai pas encore parlé du protocole Showtime parce que c'est un truc en gros où tu vas pouvoir poster ton audience avec tes followers et que les gens vont pouvoir poster des front-ends et des nouveaux sites pour les podcasts, les newsletters, et du coup, il y aura un Showtime pour tous les trucs. Ça, c'est la vision un peu décentralisée où du coup, le token de gouvernance va pouvoir ajouter les différents réseaux sociaux et tout. Et c'est ça la truc. Mais en fait, c'est ça. Y a pas, le business model, en fait, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait un cadeau à l'humanité d'un produit et ça lui appartient plus une fois qu'il l'a donné à la société. Mais le moment de transmission, c'est comme une IPO. C'est un moment où les entrepreneurs et les investisseurs sont récompensés par des parts de la boîte. Et ensuite, la communauté va décider d'implémenter des fees plus tard. Mais si tu les implémentes trop tôt, ça tue le produit parce que tu vas juste te faire forker et il y a une boîte qui va le forker. Et donc, Donc c'est… là, toi, tu builds en public aussi. Du coup, tu as un repo GitHub où les gens, dans un mois, peuvent venir Non, forker ton non. truc. Pour l'instant, c'est privé. Pour l'instant, Showtime, c'est une startup, c'est equity, c'est Ouais. vraiment privé. On est en train de construire un produit parce que c'est top la communauté et c'est ça le but de la crypto. Mais la communauté, elle ne sait pas ce qu'elle veut aujourd'hui, en fait. C'est aux entrepreneurs de construire des produits. Une fois que ça marche bien, oui, on va lancer un token, il va y avoir une DAO, les créateurs vont pouvoir décider. Mais là, aujourd'hui, il faut des visionnaires technologistes pour construire le produit et de montrer la voie. Et ensuite, oui, tous les utilisateurs Showtime auront les tokens Showtime. Tous les créateurs, en fait, vont être responsables de la plateforme et vont pouvoir justement gagner de l'argent si Showtime monte. Et du coup, ça sera vraiment beaucoup plus juste, en fait. C'est ça le but de la crypto. C'est la redistribution des richesses d'une façon beaucoup plus juste. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, ils ont tous l'argent, les entrepreneurs et les investisseurs, et aucun utilisateur Facebook n'a de l'argent. Et en fait, Showtime, quand on va sortir notre token, c'est un peu l'équivalent de si Facebook, quand ils avaient IPO en 2006, ils avaient donné 100 milliards aux utilisateurs Facebook et aux influenceurs. Ça paraît bizarre. Jamais ils donneraient 40% de leur equity ou 60% de leur equity à leurs utilisateurs. Et je ne les plains pas, parce que je ne les blâme pas parce qu'ils ne pouvaient pas à l'époque. Mais là, on peut aujourd'hui. Et on peut on peut donner des parts de boîte à ces utilisateurs et c'est une bien meilleure répartition de la valeur parce que tous ces réseaux sociaux, ils ont leur valeur par leurs utilisateurs et il faut les récompenser et jusqu'à aujourd'hui, on ne les a jamais récompensés. Génial. Je suis sûr qu'il y a moyen de sortir. Il y a des gens un peu plus techniques et dans la recherche qui pourraient peut-être faire une loi de Metcalfe exposant token que tu distribues. Exact. Ouais.
D'ailleurs, petit scoop, Sam Altman, le PDG de Y Combinator, OpenAI, etc., va sortir une crypto-monnaie et ça va être absolument fou comme truc. Enfin, je ne peux pas trop vous dire, c'est un peu secret. Et justement, il cite la loi de Metcalfe qu'en gros, leur but, c'est vraiment de le donner au plus de gens possible dans le monde. Et voilà, et c'est assez impressionnant comme truc. Je ne peux pas en raconter trop, mais il y a Elon Musk comme advisor et tout. Et donc, Oh là quelque là. chose Et gros, il faut qu'on bouge dans la Silicon Valley, là. Ouais, qui va arriver faut te rejoindre là. On va te rejoindre. qui est incroyable. Et enfin, je peux vous le dire en privé, mais en tout cas, pas. Ah, ça enregistre là? Ouais, toujours. Ok. Bon, Oui, bah, ça enregistre. Ça Mais enregistre. après l'enregistrement, si tu veux. Voilà. On hype un peu les gens. Bon, écoute, c'était trop cool. On a passé 1h45 avec toi. Je pense qu'on a parlé peut-être de 1/10 de ce dont on voulait vraiment parler, mais c'est pas grave. Ce serait trop cool que tu reviennes. Moi, c'était un grand plaisir. François, je pense que ça t'a Bien hypé sûr. aussi. J'espère que toi, tu as passé un bon moment, Alex. En tout cas, Ouais, enfin, cool. on t'a pas trop, on t'a Coupé. pas apporté grand-chose. On t'a laissé beaucoup parler, mais en tout cas, Ouais, merci beaucoup. mais en tout cas, et j'ai vu que tu es passé sur BFM récemment, c'est ça? Attends, vas-y, donne-nous une cote. Vu que tu aimes bien faire des cotes, etc., BFM, c'était le plus quoi et FarmSpot, c'était le plus quoi. Ouais, non, mais c'est tellement drôle BFM parce que en gros, enfin, mes potes de Ethereum France, mais ils ont éclaté de rire quand ils m'ont vu sur BFM parce qu'ils ont dit mais c'est deux galaxies différentes quoi. Ouais, ouais, ouais. Avec un trou noir au milieu. Et donc c'était drôle parce que par exemple justement là j'ai un tout petit peu parlé du business model mais c'est hyper compliqué quand tu es pas dans la crypto et donc il m'a dit c'est quoi le business model et c'est hyper compliqué de dire que ça va être une sortie à la communauté et pas une sortie en bourse. Et donc Mais surtout, tu n'as pas le temps de le lire, quoi. Tu as genre un spot de 5 minutes. ouais, c'est Qu'est-ce que tu veux ça, c'est parler pendant ça. 5 minutes? Ouais, j'ai 7 minutes et donc c'était tellement drôle comme truc. Et BFM TV, en fait, mon père, il est chirurgien et il est déjà passé plusieurs fois. Il a opéré des gens avec l'attentat du Bataclan terroriste et tout. Et donc, il est déjà passé plusieurs fois à la télé et pas à BFM Business. Et en fait, c'est lui qui m'a intro à BFM. Et ils ont trouvé que mon profil était cool. Donc, bon, c'était un peu du piston, mais bon, je pense que je le mérite un petit peu quand même. Et, et voilà, et donc ça m'a fait rigoler, c'est plus pour les potes et la famille, mais c'est tout. Ouais, surtout tous tes potes chez Renault, là, non, chez Peugeot. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment, ils m'ont tous recontacté et en mode, c'était dans mes messages ignorés, genre. J'ai Salut, tu vu, deviens quoi? ah, Ouais. salut, ça va? Faut acheter des bitcoins ou pas? T'as l'air calé. Ouais, c'est ça. C'est quoi le Bitcoin, mec? Trop cool. Écoute, c'était un plaisir. On va couper l'enregistrement et moi, je te recontacte pour se voir la semaine prochaine sur Paris. Bien Ok? sûr, bien sûr. Ok, Cool. cool, trop cool. C'était un plaisir. Merci Ciao, beaucoup. ciao, Alex. C'est gentil de Ciao, m'inviter. Merci. Ciao, ciao. à la Merci, prochaine. merci.